Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer immédiatement. Donc, bienvenue à cette activité de conférence grand public qui s'inscrit dans la programmation des activités du 75e anniversaire de l'École de travail social et de criminologie. Donc, on va se présenter toutes les trois. Moi, je suis Élise Milot, je suis professeure agrégée à l'École de travail social et de criminologie. Moi, c'est Marie-Claude Duchamp. Je suis de formation ergothérapeute, mais ce soir, c'est vraiment comme parent et mère et fille de quelqu'un que je suis ici pour partager un témoignage. Sophie Etier, professeure titulaire à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Sophie. Et responsable du pointeur. Là, on a chacune des tâches. Elle surveille le temps, moi, je surveille le pointeur. Puis on parle à tour de rôle. Ah, ça ne marche déjà pas, mon affaire, ça va pas bien? OK. Voyons. Attends, je touche plus. On l'a testé tantôt, ça marchait en plus. Un petit peu. Voilà. OK. Pourquoi qu'il ne tourne pas? Ça ne marche pas. Bon, alors, je vais continuer pendant que... Est-ce que vous pouvez venir nous aider avec le PowerPoint? Alors, aujourd'hui, on sort de notre zone de confort, comme vous avez vu, avec cette conférence grand public. En fait, quand on a réfléchi à ça, Marie-Claude, Sophie et moi, on avait envie de proposer quelque chose de dynamique. Donc, Marie-Claude va nous parler de son expérience comme personne qui fait partie de la génération sandwich, ce que Sophie va vous expliquer tout bientôt. Et puis, on va vous parler aussi de la recherche, en fait, qui se fait sur l'approche aidance des personnes vieillissantes et l'approche aidance quand on est parent d'un enfant qui vit avec des besoins particuliers. Donc, Marc-Claude est mère d'un enfant qui présente une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Donc, on va alterner, puis on va vous offrir une formule qui va être assez dynamique. Et bien sûr, à la fin, on aura une période de questions pour, si vous avez des questions, vous serez invités là, à écouter à ce moment-là. Donc aussi, nous sommes filmés pour pouvoir conserver cette conférence-là qui s'annonce fort intéressante dans les archives de l'École de travail social et de criminologie. Donc, c'est bon? OK, petit break. On va prendre une petite pause santé, qui ne sera pas long. On a un problème de micro aussi. Mais je peux parler fort aussi. Est-ce que moi, je peux y aller pendant ce temps-là ou si le micro, ils sont tous... On n'a pas fait de pratique générale avant. Je pense que ça paraît. Hein? Ça va être intéressant quand même. Donc, ça va de mon côté, donc je pense que je vais continuer. Donc, la première question auquel on va tenter de répondre, c'est d'abord, qu'est-ce qu'un proche aidant? Ça semble une question anodine, mais ça ne l'est pas tant que ça parce que d'emblée, même le terme pose problème. Hein, parce que proche aidant, ce n'est pas tout le monde qui connaît ce terme-là, ce n'est pas tout le monde qui se reconnaît dans ce terme-là. Vous avez peut-être déjà entendu aidant naturel, qu'on essaye de plus utiliser au Québec depuis 2003, mais qui perdure encore quand même dans certains écrits et dans certaines pratiques. On a aussi des aidants familiaux. Donc, que ce soit aidant naturel, proche aidant, aidants familiaux, on parle de la même chose. Donc, qu'est-ce qu'un proche aidant? C'est aussi difficile à définir parce qu'en fait, il n'y a personne qui s'entend sur la même définition. Donc, le ministère de la Santé et des Services sociaux a sa propre définition. Le Regroupement des aidants naturels du Québec en a une autre. Statistique Canada en a une autre. Et l'Institut de la statistique du Québec en a une autre. Donc, on n'est pas toujours proche aidant selon la définition, en fait, qu'on utilise. Il y a quelque chose sur lequel tout le monde s'entend, en fait, et c'est les points qui sont là. Donc, premièrement, pour être proche aidant, c'est quand on assure des soins ou des services à un proche. Donc, le proche peut ne pas être quelqu'un de la famille. Donc, ce n'est pas seulement la famille, un ami, un collègue, quelqu'un de notre entourage. Donc, et donner des soins ou des services à quelqu'un qui en a besoin de façon significative. Et donc, cette aide-là doit être faite aussi sans rémunération. Donc, ça exclut les professionnels de la santé qui, même s'ils sont en relation d'aide, ne sont pas des proches aidants parce qu'ils sont payés pour leur travail. Ça exclut aussi, même s'ils ne sont pas payés, les bénévoles. Parce que les bénévoles, même s'ils ne sont pas payés pour faire leur travail, ils le font, ils exercent leur bénévolat dans le cadre d'une organisation formelle. Donc, ils ne sont pas considérés comme des proches aidants. Ensuite, ce sur quoi on s'entend aussi, c'est qu'il faut que le rôle de proche aidant s'ajoute à un rôle qu'on a déjà envers cette personne-là.
Donc, chez moi, si c'est mon conjoint qui prépare le souper le soir, ce n'est pas mon proche aidant parce qu'il fait à souper. Par contre, s'il doit me faire à souper parce que je n'ai physiquement pas la capacité de le faire, à ce moment-là, il pourrait devenir mon proche aidant. Même chose concernant les enfants. Si j'ai un enfant de 10 mois à qui que je dois nourrir, que je dois habiller, c'est mon enfant, je fais mon rôle de maman envers cet enfant-là. Par contre, si l'enfant a 10 ans et je dois encore l'habiller, là, je viens de dépasser mon rôle de maman parce que normalement, un enfant de 10 ans devrait pouvoir s'habiller seul. Et si je dois encore l'habiller à l'âge de 10 ans, je suis sa proche aidante en plus d'être sa maman. Donc, je cumule ces deux rôles-là. Donc, il faut que le rôle dépasse, en fait, le rôle normalement attribué à cette personne-là, donc qui dépasse les tâches habituelles. Les études démontrent, là, encore là, tout dépend de la définition qu'on utilise, mais les services principaux, les soins principaux que les proches aidants procurent à leurs proches, c'est donc le service de transport en premier, les travaux domestiques, les soins personnels et les traitements et soins médicaux. Ensuite, on pourrait parler là, longtemps de la définition. Comme je disais, tous ne s'entendent pas sur la définition, donc sur les tâches qu'on doit effectuer. Puis, ce n'est pas anodin, la définition, parce que c'est sur cette définition-là qu'est basée, après, toutes les statistiques qu'on a sur les proches aidants. Donc, je vais quand même vous sortir quelques statistiques à prendre avec une certaine critique, bien sûr, parce qu'encore là, ça dépend d'où on a pris les informations. Et dans certains cas, par exemple, on va demander aux gens, au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez fait ces tâches-là pour quelqu'un? Et donc, si on a coché oui, on est considéré un proche aidant. Mais moi, je peux avoir été proche aidante pendant 15 ans de ma mère, mais au moment du sondage, ça fait 2 ans et demi que je ne suis plus sa proche aidante, donc je vais cocher non. Et donc, je ne suis pas comptabilisée dans les statistiques comme une proche aidante, alors que je l'ai fait pendant 15 ans auparavant. Donc, dépendant si on demande dans les 12 derniers mois ou on demande dans votre vie, donc ça vient de changer complètement toutes les réponses au sondage. Donc, en pourcentage, si je vous dis... Bon, je savais que ça ne marcherait pas. Bon, en tout cas, ils sont tous arrivés en même temps. Peux-tu laisser là? Je pense qu'on va devoir utiliser le truc parce que... Donc, en fait, combien il y a de proches aidants au Québec? Une personne sur 4 est proche aidant. Donc, 25 de la population québécoise. C'est que là, j'ai une petite animation normalement, fait qu'il est supposé d'arriver un petit quelque chose après. Puis là, quand j'appuie, ça change de truc. Le truc qui est là, il n'apparaît pas, là. Voilà, bon. Donc, une personne sur 4 au Québec est un proche aidant. Donc, ça représente 1 675 000 personnes qui occupent ce rôle-là. Pensez-vous qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Oui, beaucoup plus? Pas tant que ça. En fait, 58 des proches aidants sont des femmes, 42 sont des hommes. Par contre, je dois nuancer ces chiffres-là parce que, bien que c'est presque moitié-moitié maintenant, 58-42, mais les hommes et les femmes ne font pas la même chose. Les femmes vont donner des soins qui sont plus intenses, dont la fréquence est plus fréquente, oui, dont les services sont plus fréquents, des soins qui demandent plus d'intimité. Donc, par exemple, les soins d'hygiène, et donc l'intensité des soins est plus grande. Et les conséquences de la proche aidance vont être plus importantes pour les femmes à cause de la nature des services qu'elles offrent par rapport à celles des hommes. Ensuite, on a, bon, je ne parlerai pas de chance, 25,7 des proches aidants qui aident plus qu'une personne, en fait, qui aident 2 personnes, et 10 qui aident 3 personnes. C'est donc dire que quand on a un proche aidant dans la famille, on a tendance à lui donner le rôle. Quand il y a une autre personne qui a besoin d'aide, on dit, toi, tu es bonne là-dedans. Donc, c'est souvent la même personne qui cumule ce rôle-là pour 2 ou 3 personnes. Les proches aidants aussi, donc la majorité des proches aidants sont dans la tranche d'âge des 45-64 ans. Donc, cette clientèle-là a 2 caractéristiques particulières. Donc, d'abord, ce sont des gens qui travaillent. Donc, 57 des proches aidants travaillent. Et aussi, elles ont la particularité, pour beaucoup d'entre eux, d'avoir encore à la maison des enfants ou des jeunes adultes à la maison. Donc, 2,6 millions de Canadiens entre 40 et 44 ans
vivent avec un enfant de moins de 25 ans à la maison. Puis environ 27 d'entre eux s'occupent également d'une personne âgée. Et là, c'est là qu'on arrive à notre génération sandwich. Donc, la génération sandwich sont donc les personnes qui s'occupent d'un aîné âgé, d'un parent âgé et qui, en même temps, ont à charge des enfants. Et là, je ne parle même pas des enfants malades, des enfants handicapés, des enfants qui ont des soins particuliers. Ça, j'appelle ça la génération sandwich extra fromage. Et là, Marie-Claude va nous en parler tantôt. Qu'est-ce qu'on a sur cette génération sandwich? En fait, ces proches aidants-là, donc en plus, on s'occupe de leurs parents âgés en moyenne 5 heures par semaine et travaillent en moyenne 42 heures par semaine. Et donc ça inclut même pas le temps qu'ils doivent donner à leurs enfants qui sont en bas âge, parce que certains les plus jeunes de cette génération sandwich ont aussi des enfants en bas âge. Donc, vous allez comprendre tantôt, vous n'aurez pas besoin de statistiques pour comprendre les enjeux de cette génération sandwich. Donc, Marie-Claude va bien vous illustrer tout ça. Et en attendant, je vais céder la parole à Élise qui va poursuivre. Oui, tout à fait. Alors, je prends la parole brièvement pour vous parler de qu'est-ce que c'est que la déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l'autisme. Donc, je voulais en parler pour que ce soit clair dès le départ. Donc, avant de commencer, je suis désolée si c'est très fort, là. Bon. Donc, avant de commencer, juste de dire qu'au Québec, il y a environ 2 des familles qui vivent avec un enfant qui présente une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Donc, qu'est-ce que c'est que la déficience intellectuelle? Bien, il y a 3 critères pour parler de cette condition-là. Donc, le premier critère, c'est de présenter des limitations significatives sur le plan du fonctionnement intellectuel. Donc, comment ça s'évalue? C'est avec des tests standardisés pour mesurer là, un quotient intellectuel, mais ce n'est pas juste ça, c'est aussi des limitations sur le plan du comportement adaptatif. Donc, on va parler d'habileté communicative, conceptuelle, sociale et pratique. Puis aussi, la condition doit apparaître avant l'âge de 18 ans. Donc, ça va vraiment être un état qui va affecter le développement de l'enfant. Il va y avoir différents degrés de sévérité aussi. Donc, avant, on parlait de déficience intellectuelle légère, moyenne, sévère, profonde. Mais maintenant, on va davantage parler en termes de besoins de soutien. Donc, je trouve ça quand même intéressant qu'il y ait eu ce mouvement-là. Peut-être pour vous dire aussi que c'est environ 85 à 88 des personnes dont la déficience intellectuelle va être très légère. Donc, c'est des gens qui peuvent développer une certaine autonomie. Il y a même des gens qui peuvent habiter en appartement avec un soutien léger, des personnes qui vont avoir leur permis de conduire. Donc, voilà. Donc, ce que ça va entraîner, c'est des difficultés sur le plan du fonctionnement quotidien, donc l'hygiène, l'autonomie, les interactions avec l'environnement, puis aussi des difficultés sur le plan du développement des apprentissages. Donc, les apprentissages, c'est possible, mais c'est souvent un petit peu plus long, voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le trouble du spectre de l'autisme? On en entend beaucoup parler dans les médias durant les derniers mois. Donc, les personnes vont présenter des difficultés sur le plan des interactions sociales et des communications. Aussi, ils vont avoir des activités, des comportements et des intérêts qui vont être assez restreints. Donc, encore une fois, on parle de différents niveaux de sévérité. Donc, c'est un spectre. Donc, TSA de niveau 3, les gens ont besoin d'un soutien important. TSA de niveau 1, les gens ont besoin d'un soutien plus léger. Puis, je voulais aussi dire que ces personnes-là sont toutes très, très, très différentes. Les profils sont très variés. Puis, c'est aussi des personnes qui ont des grandes forces et un grand potentiel sur lequel il faut miser. Alors, maintenant que j'ai dit tout ça, je laisserai Marie-Claude nous parler de son expérience en tant que mère. Alors, pour moi, c'est un exercice qui a été un petit peu difficile de pouvoir rentrer 2 témoignages en 20 minutes. Vous comprendrez que mon fils a 19 ans, alors en 19 ans, il s'en est passé des choses. Avant, j'aimerais présenter un peu ma famille. Je suis avec mon conjoint depuis une trentaine d'années. Les épreuves qu'on a dû passer au travers nous ont beaucoup rapprochés. Et je vous dirais que si ça n'avait pas été de lui, je ne pense pas que je serais passée au travers. C'est probablement l'aidant naturel le plus extraordinaire que je connais. Alors, on a été très chanceux qu'il soit là avec nous. J'ai 3 enfants, alors j'ai pas juste mon fils Yann, que je vais nommer, qui a 19 ans, c'est mon plus jeune. J'ai une fille après ça de 21 ans et un garçon aîné de 23 ans.
Alors, avant l'âge de 6 ans, Yann a eu 5 diagnostics différents. Il y a eu un retard de développement. Après ça, ça a été de la dystrophie musculaire, de la paralysie cérébrale, du trouble envahissant du développement, ce qui fait partie du TSA, du trouble du spectre de l'autisme, pour finalement avoir une déficience intellectuelle. Je vous dirais que sa déficience principale à Yann, c'est son trouble du langage. Yann a un trouble du langage très sévère au niveau expressif. Si vous lui posez une question, il va avoir beaucoup de difficultés à vous répondre. Il n'est pas capable de raconter sa journée. Il ne sera pas capable de vous parler de ses émotions. Par contre, il va être capable de répéter des phrases, de chanter. De ce temps-là, il écoute François Pérusse, puis des fois, on l'entend dire des bouts de François Pérusse. Yann a aussi une dyspraxie. Une dyspraxie, c'est un trouble moteur. Lui, c'est surtout au niveau de la motricité fine. Il y a un problème de coordination et d'apprentissage des séquences. Alors, pour apprendre à mettre ses bas, ça a pris tout son primaire. Alors, vous pouvez imaginer, toutes les tâches étaient très longues à apprendre. Il y a aussi un trouble sévère de l'attention. D'ailleurs, de mes enfants, c'est celui qui a le trouble d'attention le plus sévère. Alors, vous comprendrez que les autres aussi en ont un. Ils souffrent d'hypoactivité. L'hypoactivité, c'est le contraire de l'hyperactivité. Ce que ça entraîne, c'est que c'est un enfant qu'il faut absolument toujours stimuler pour qu'il y ait un niveau d'énergie ou d'activité suffisant pour s'embrayer. Là. Alors, c'est un enfant qui a peu d'initiative, pas de persévérance au niveau de l'effort. C'est un enfant avec tous ces problématiques-là qui a énormément peur de l'échec. Alors, tout ça, là, alors lui, là, s'embarquer dans une nouvelle activité, c'est difficile parce qu'il a toujours peur, vas-tu réussir? Puis au niveau de son tempérament, c'est un enfant qui est très timide. Ses forces, c'est un enfant qui est fondamentalement heureux. Il est souriant. Moi, je dis que c'est comme un rayon de soleil. Hein? Il aime l'attention, il aime en donner. Une de ses activités préférées, c'est de venir avec nous à l'épicerie, de nous suivre avec le panier d'épicerie en arrière, puis de faire... Alors, il sourit à tout le monde. C'est sûr que des fois, je me fais arrêter, puis les gens me disent, bien, je pense qu'il se trompe, je ne le connais pas. Ou bien, ou d'autres qui me disent, hey, il a donc un beau sourire. Il y a même une fois quelqu'un qui l'a remercié parce qu'il avait eu une très mauvaise journée, puis il venait de faire sa journée juste par sa façon d'être. Alors, si jamais vous allez à l'épicerie puis vous voyez un grand garçon mince qui vous sourit un peu timidement, vous envoie la main comme ça, bien, vous êtes probablement en train de rencontrer Yann. Yann a aussi une mémoire extraordinaire et une orientation spatiale extraordinaire. Alors, ça fait un peu autistique. Je vous explique, on amène Yann pour la première fois à un endroit. Il s'en va après ça sur son ordinateur, sur Google Maps, il ferait Street View, il part de la maison et il s'en va jusqu'à l'endroit, il va retrouver le chemin, même si c'est la première fois qu'il y va. Alors, il connaît tout Québec. Et il aime tellement les voitures que même s'il voit juste le capot ou le dessus de la voiture de loin, il est capable d'identifier quelle sorte de voiture que c'est. Alors, faut-tu vous dire qu'il a observé ces voitures-là? Yann, ça a commencé autour d'un an qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui clochaient. Il ne parlait pas, il ne disait pas de son qui pouvait ressembler à un mot. Il ne marchait pas. D'ailleurs, il a commencé à marcher à 4 pattes, il y avait à peu près 10 mois. Il a marché à 18 mois avec difficulté. C'est un enfant qui adorait les roues. Tout ce qui avait des roues, il les observait, il faisait le tour des voitures, il faisait le tour des barbecues sur le patio pour regarder les roues. Il regardait les ombres sur le mur et il adorait les textures. Là, il mangeait ses couvertures, ses toutous, puis il bavait énormément, comme s'il n'était pas capable d'avaler sa salive. Puis il y avait un petit toutou fétiche qui s'appelait Maggie, là, puis il l'avait toujours à la bouche en train de le manger. Il venait tout mouillé. Mes autres enfants le prenaient par la queue pour lui donner comme ça, là, puis ils disaient « Tiens, ton Maggie tout mouillé ». D'ailleurs, tout mouillé, c'est son nom de famille. C'était aussi un enfant qui ne cherchait pas vraiment à jouer comme tel. Il a fallu lui apprendre à jouer.
À 18 mois, on a commencé les investigations. On a été référé à l'IRDPQ. Nous autres, on est allés tout de suite en privé, en ergothérapie. À cause de ma formation, je suis allée directement à ça. Ça a pris à peu près 3 mois avant qu'on ait une évaluation à l'IRDPQ, puis un autre 6 mois pour qu'on ait des thérapies à l'IRDPQ, Cardinal Villeneuve, là, anciennement, en orthophonie, en ergothérapie, en physiothérapie. Ça voulait dire que non seulement on avait 2 rencontres par semaine, mais tout ce qu'ils nous montraient, nous, il fallait leur mettre en pratique à la maison, des brossages, des massages, des étirements, de la stimulation. Alors, on avait énormément de choses à faire à la maison. Puis en plus, Yann, il n'a jamais aimé ça, se faire évaluer. Il sent, il ne collabore pas, il sous-performe. Il m'en arrachait les cheveux sur la tête tellement que je le trouvais fâchant. Puis, il ne collaborait pas du tout là, aux thérapies, il pleurait. En tout cas, c'était quelque chose de l'accompagner. C'est à peu près à cette époque-là que moi, j'ai ouvert ma garderie en milieu familial. Alors, j'ai été ergothérapeute en maintien à domicile, puis après ça, j'ai arrêté de travailler comme ergothérapeute pour ouvrir ma garderie à la maison. J'ai retiré ma fille et mon plus jeune de leur garderie. Ça a été une très, très mauvaise décision. Surtout pour ma fille, on a eu des problèmes de comportement. Elle ne voulait pas partager sa mère, elle ne voulait pas partager ses jouets, elle ne voulait pas partager sa maison. On s'est chicané. Alors, finalement, après une couple de mois, je l'ai envoyé en installation, puis là, ça s'est mis à mieux aller. Mon fils non plus n'a pas super bien réagi. Il tapait les enfants, il les poussait. Il pouvait essayer de me pousser dans les escaliers alors que j'avais un bébé d'un bras. Oh, il a appris vite à aller sur sa petite chaise réfléchir ou dans la salle de bain. On y prenait la main et on disait « on fait des doudous, on fait des doudous, on fait des doudous ». Alors, puis Yann, il a tellement bien compris là, que plus tard, quand il avait fait quelque chose de pas correct, il allait pleurer dans la salle de bain, il s'auto-punissait. Il était bien, bien entraîné. À ce moment-là, quand j'ai ouvert ma garderie, ma mère, ça faisait pas longtemps qu'elle était déménagée à Québec. Elle était présente toute l'avant-midi. Elle partait seulement après le dîner. Elle m'aidait. Le dîner, c'était toujours l'enfer avec Yann qui mangeait avec ses mains. Il en mettait tout partout. Il s'essuyait sur sa tête. Il réagissait aux autres enfants. Il ne voulait pas manger. Il faisait le bacon par terre. Alors, c'était vraiment une grosse période de journée. Alors, ma mère était là. Elle m'a toujours supportée. Elle venait travailler avec moi. Oh, excusez, j'ai un problème moi aussi de carte. Yann a été évalué 2 fois au Centre de pédopsychiatrie de Québec. La première fois, il y a eu le diagnostic de troubles envahissants du développement qui fait partie du spectre de l'autisme. Ça nous a permis de recevoir un programme de stimulation intensive qui était donné par le CRDI. C'était un projet pilote à l'époque où on utilisait la méthode ABA et TEACH et le jeune recevait 20 heures par semaine de stimulation intensive, 1 pour 1 avec un éducateur. Pour ça, j'ai dû le retirer de ma garderie et l'envoyer en installation parce que je ne pouvais pas recevoir les services chez moi. Il était considéré comme chez lui. Alors, on est obligé de le retirer de ma garderie et les journées ou les périodes de journée qui n'avaient pas de stimulation, moi, je le gardais un peu avant qu'il aille à la garderie. Puis moi, je faisais aussi des périodes de stimulation. Pendant ce temps-là, ma mère, elle s'occupait de mon groupe. Alors, de la stimulation, on en a fait beaucoup, beaucoup avec Yann. Ça a duré un petit peu plus qu'1 an, mais à 5 ans, c'était fini. Tout était fini. Il n'y avait plus de stimulation, il n'y avait plus d'orthophonie, il n'y avait plus d'ergothérapeute. Ça s'appelait tu t'arranges par toi-même. Alors, c'est moi, ils m'ont montré comment faire la stimulation. J'ai continué, puis ils m'avaient recommandé à ce moment-là, il y avait 5 ans, de demander une dérogation pour qu'il reste 1 an de plus en garderie parce qu'ils commençaient à comprendre ce que c'était la sociabilisation, puis ils me disaient, ça va être plus facile dans un milieu connu, dans un petit groupe de 10, qu'à l'école, dans un groupe de 20. Alors, je n'ai pas eu de problème pour avoir cette dérogation-là. Après ça, on a eu notre 2e évaluation en pédopsychiatrie et là, j'ai eu comme un choc parce que le nouveau diagnostic qui est tombé,
ça a été la déficience intellectuelle, puis je m'y attendais pas du tout. Moi, j'avais suivi des formations puis des présentations sur la dysphasie, et Yann, il cochait quasiment les items. Alors, je me disais, ils vont me dire qu'il est dysphasique. Mais non, ils l'ont mis dans le diagnostic de déficience intellectuelle que moi, je considère comme un grand sac vert vague. Ça dit pas grand-chose, finalement, parce que Yann a tellement de particularités. Puis ils m'ont dit qu'ils avaient donné ce diagnostic-là pour qu'il y ait le plus de services possible. Puis l'autre chose pour me rachever un peu, ils m'ont dit « Madame, pensez jamais à l'intégrer dans une classe régulière, il va régresser, ça serait la pire décision que vous pourriez faire. » Moi, je suis ergothérapeute, mère d'un enfant qui a une problématique, puis dans ma vision à moi, l'intégration dans une classe régulière, c'est ça qu'il fallait faire. Alors, on me dit, non, faites pas ça. J'ai vécu un gros deuil à ce moment-là et on m'a référé une travailleuse sociale du CLSC. La personne, elle est venue à la maison. Elle ne m'a jamais demandé comment j'allais. Elle ne m'a jamais demandé comment je vivais ça. Par contre, elle m'a proposé des subventions pour avoir des couches ou bien du répit. J'ai pris la subvention pour les couches parce que mon fils n'était pas encore propre, puis j'ai dit, laissez faire le répit, c'est tellement compliqué de trouver quelqu'un. Je vais m'arranger avec mon réseau, et je ne l'ai jamais revu. Finalement, c'est les intervenantes du CRDI qui faisaient un suivi de temps en temps, l'ergothérapeute puis l'orthophoniste qui suivait Yann depuis 2 ans, qui m'ont dit, « Ben non, nous autres, on pense que c'est une bonne idée, qu'Yann soit intégré, on pense qu'il est capable. » J'ai relevé mes 2 manches, j'ai écrit une longue lettre au directeur de l'école. J'ai appelé l'OPHQ, j'ai rencontré un de leurs agents, on a fait un plan de match ensemble, on s'est alliés avec les éducatrices de la garderie, les 2 intervenantes du CRDI, et on est allé rencontrer le directeur et le psychologue de la commission scolaire. Yann a pu être intégré en classe régulière en maternelle avec une éducatrice. J'ai fait cet exercice-là tous les ans de son primaire, avec l'OPHQ dans ma manche, sans inviter la personne. Il savait que je pouvais le faire, et j'avais toujours un intervenant de l'extérieur comme témoin, bien important. Et j'ai dû négocier à chaque année pour que Yann reste en classe régulière avec son éducatrice, et il a fait 7 ans au primaire. On a même eu une dérogation pour qu'il reste jusqu'à 13 ans. Il s'est rendu jusqu'en 5e année parce qu'il a fait 2 fois sa première année. On a travaillé très, très fort, lui et l'éducatrice qu'il a eu. On a monté du matériel, on a monté des projets. Même si Yann était pratiquement non-verbal, on a réussi à faire des présentations orales. On prenait des grands cartons. Yann savait écrire certains mots. Les mots qu'il ne savait pas lire, on mettait des pictogrammes et on lui faisait lire devant la classe. Alors, naturellement, ça demandait beaucoup de pratique. Et il a fait souvent sa recherche sur le tigre, qui était son animal fétiche, mais il les a faites, là, les présentations. Alors, c'est le genre de choses adaptées qu'on a faites pour Yann. Le désavantage de l'avoir intégré, je n'avais aucun spécialiste pour m'aider. Il n'y avait pas d'orthophoniste, pas d'orthopédagogue. Yann, il y avait trop de problèmes. Alors, c'est moi qui étais l'intervenante pivot, qui faisait l'orthophoniste, l'ergothérapeute, la travailleuse sociale, et qui réussissait à jongler avec tout ça. Maintenant, Yann est à l'école secondaire depuis 7 ans. Il reste à peu près 1 an et demi à faire. Je vous dirais que ça a été un très grand choc pour lui, ce changement-là. Il s'est ramassé dans une très grande école secondaire. Il s'est ramassé là en classe spéciale. Et lui, il avait pris comme habitude, c'était sa technique à lui, c'est qu'il imitait les autres pour savoir ce qu'il avait à faire, puis où c'est qu'on est rendu, à quelle page. Alors, il regardait les autres, puis il imitait les autres de leur comportement, puis ça allait bien comme ça. Mais là, ça ne marchait plus, là, à l'école. Il était dans un groupe avec des jeunes qui avaient des difficultés aussi grandes que lui, puis en plus des troubles de comportement. Alors là, si tu essaies d'imiter ça, ça ne marche pas vraiment.
Puis là, c'est ça, il avait perdu ses repères même au niveau spatial. C'était très grand. Puis l'autre chose, bien, comme lui, c'était le seul qui venait d'une classe normale, les intervenants de l'école, ils n'étaient pas habitués à ça, ils n'avaient pas tout à fait les mêmes apprentissages que l'autre. Alors, ça a fait comme un petit peu de friction au début. On a réussi à passer par-dessus, mais ça a pris des ajustements. De mon côté, j'ai dû intervenir une couple de fois. J'étais obligée de faire des scénarios sociaux avec Yann, entre autres pour les autobus. Yann prenait l'autobus, le transport régulier scolaire depuis la maternelle. Alors, il était hors de question parce qu'ils m'en ont parlé, là, de le mettre dans le transport adapté, mais j'ai dit, ben non, il est capable. Pourquoi je changerais? Alors, mais le problème, c'est que c'est une très grande école. Il y a 20 autobus de transport scolaire. Et il y a 10 autres de la RTC. Tout ça devant l'école. Alors, il faut qu'ils trouvent le bon autobus. Puis en plus, certaines années, il y avait le 24 comme numéro d'autobus, puis le soir, pour venir, c'était le 42. C'était tout pour l'aider, là, franchement. Excusez, je cherche où je suis rendue. L'autre chose que j'ai trouvé difficile quand on a fait ce changement-là à l'école secondaire, c'est que moi, j'étais habituée d'avoir une communication presque journalière avec l'éducatrice. Et là, je me suis retrouvée que je ne savais plus ce qui se passait à l'école. Parce que des nouvelles de Yann, j'en ai au bulletin, à moins qu'il arrive vraiment quelque chose de spécial. Puis je ne peux pas compter sur Yann pour me dire ce qui s'est passé dans la journée. Il ne raconte pas. Il faut que je sache d'avance ce qui s'est passé pour lui poser des questions, pour être sûr qu'il me répond la bonne chose. Alors, vous voyez que bien souvent, je suis un petit peu dans le vague. Il faut apprendre à laisser aller. J'ai trouvé ça dur, mais on apprend ça aussi. On s'adapte à ça. Puis l'autre chose, c'est qu'au niveau des apprentissages scolaires, bien, au niveau du secondaire, là, au niveau académique, au début, on en avait un peu plus, mais plus ça va, moins il y en a. On va plus sur le fonctionnel. Puis là, les dernières années, là, on est plus orienté vers essayer de voir si le jeune a du potentiel pour aller faire un stage ou un travail. Alors, Yann il est rendu à la période où il fait un stage à l'extérieur et ça va super bien. Ils ont trouvé quelque chose qui l'intéressait. Il a trouvé une place où il peut dire bonjour. Maintenant, Yann, dans le quotidien, il est rendu relativement autonome. On a fait vraiment beaucoup de chemin. Yann s'habille seul, il fait son lit, sa boîte à lunch, il part pour l'école tout seul, sans que je sois là à la maison. Il y a une sonnerie, il sait qu'il doit partir. Quand il revient, il reprend tout seul son autobus. C'est le seul de mes enfants qui défait sa boîte à lunch. Il est très régulier. Par contre, Yann n'est pas autonome pour se brosser les dents. Yann n'est pas encore autonome pour prendre sa douche. Ça fait des années qu'on travaille. La séquence là, de se laver, je peux vous dire, ses organes génitaux sont très, très propres. Il ne sera jamais capable de se couper les ongles. C'est trop précis. Faire à déjeuner, tartiner, il n'est pas encore capable de faire ça. Puis, en plus, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour ça. Quand je vous disais, il n'y a pas beaucoup d'initiatives, bien, ça l'a suivi, malheureusement. Depuis 1 an, on a un chien qui s'appelle Maggie, comme son toutou fétiche. Et on a décidé d'avoir un chien pour une transition familiale qui s'en venait. En fait, on savait que notre fille quitterait cette année pour aller étudier à l'extérieur, puis que son grand frère, bien, c'est une question d'année. Puis on voulait que Yann s'attache à son chien pour comme faire une transition de la perte de son frère puis de sa sœur. Puis l'autre chose, bien, on est en attente de notre 6e diagnostic, figurez-vous. On attend qu'il soit évalué, mais il va probablement être diagnostiqué comme un autiste non-verbal. Si j'ai à vous dire qu'est-ce que ça a eu comme impact au niveau familial, je finis avec ça, je vois que mon temps est fini. Je considère que les familles qui ont un enfant avec des besoins particuliers, c'est toutes des familles qui sont particulières. Nous, ça a développé une tolérance très grande pour ce qui est différent. Pour la différence, on apprécie beaucoup ce qu'on a.
Le matériel, c'est secondaire. On est comme Yann, on aime les bonheurs simples. Puis on célèbre tout. Toutes les réussites. D'ailleurs, on a toujours fonctionné comme ça avec Yann. C'est ça qui marchait. On l'encourageait. Bon, on est resté comme ça pour tout, pour nos enfants, entre nous autres. On célèbre toutes les réussites. Mon fils aîné, lui, l'impact que ça a eu sur lui, c'est qu'il a eu beaucoup de difficultés avec le regard des autres par rapport à son frère. Il y a beaucoup de difficultés avec ça. Puis c'est seulement quand ils ont partagé la même chambre à l'adolescence qu'ils se sont rapprochés. Alors, depuis ce temps-là, il a fait du rattrapage sur le chamaillage, là, parce que quand il était petit, il ne chamaillait pas. Ma fille aînée, elle a un lien très, très privilégié avec son frère. Ils ont été aux mêmes garderies, à la même école. Ils ont une super belle complicité. Ils se comprennent sans se parler. Elle croit très fort en lui. Elle a réussi à y faire faire des choses que même nous autres, ben non, ils ne seront pas capables de faire ça. Mais oui, tu vas voir. Puis, c'est elle qui vraiment le comprend le mieux. Elle l'a même amené une semaine avant qu'elle commence ses cours. Elle et lui, tout seul, dans son appartement, elle est partie une semaine avec, puis elle s'en occupait, puis elle l'a amené partout. Elle a trouvé ça dur par bout, mais elle y tenait à faire ça avec son frère. Mon conjoint, bien, il a continué à travailler de nuit pour être toujours présent quand il y a des congés, des pédagogiques, des vacances, de la maladie. Puis moi, je travaille de jour. Alors, on a concilié comme ça notre travail pour toujours qu'il y ait quelqu'un à la maison. Moi, j'ai laissé mon travail d'ergo. Malheureusement, je n'ai pas pu retourner à ça. Il aurait fallu que je fasse trop de recycler, trop. Puis, je suis devenue l'intervenante pivot de Yann. Puis, je vous dirais que si on a réussi si bien stimuler Yann, c'est bien grâce à ma mère. Voilà. Merci, Marc-Claude. J'ai le temps pour dépasser. Alors, en fait, je pense que le discours de Marc-Claude démontre bien à quel point les parents et les familles ont constamment à s'adapter, à prévoir, à planifier, à organiser, à coordonner. Donc, je pense que ça le met très, très bien en lumière. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous parler de certains résultats de recherche. Je peux faire des liens avec l'expérience de Marc-Claude. Alors, tout ça, d'avoir à organiser, planifier, ça met un poids vraiment important sur les épaules des familles. Puis ce que la recherche montre, c'est que ça vient beaucoup fragiliser aussi leur santé physique et mentale, surtout celle des parents. Les parents vont souvent vivre avec un niveau de stress élevé, surtout dans des périodes charnières, notamment quand il y a la transition, quand il y a l'annonce du diagnostic. Dans le cas de Marc-Claude, c'était plusieurs diagnostics, ce qui est assez commun, en fait, chez les parents. Ensuite, Marc-Claude nous a beaucoup parlé de la conciliation des différents rôles qu'elle occupe, elle et son conjoint. Donc, j'ai quasiment le goût de dire plus de jongler avec tous ces rôles-là, avec les défis qu'on rencontre au quotidien. Puis aussi, c'est que d'assurer la supervision constante d'un enfant, ça va amener beaucoup de restrictions sur le plan des activités quotidiennes. Parfois, juste d'aller faire l'épicerie, ça peut être un sport. Je pense que Yann, il aime ça aller à l'épicerie, mais pour d'autres enfants, ça peut être vraiment très anxiogène d'arriver dans un nouveau milieu, d'entendre du bruit, de voir la lumière. Il y a des enfants aussi qui ont un trouble du spectre de l'autisme qui sont hypo- ou hypersensibles. Donc, le bruit, les imprévus, un chariot qui arrive, ça peut vraiment susciter beaucoup d'anxiété. Ensuite, des parents vont nommer qu'ils n'ont pas de temps non plus pour des activités sociales, pour faire des loisirs, ils sont juste trop fatigués, puis on peut comprendre. Ensuite, répondre aux besoins de l'enfant, ça prend du temps. Marc-Claude a été très investi avec l'éducatrice dans le développement de Yann pour s'assurer qu'il y ait tout ce qu'il avait besoin pour développer son plein potentiel. Surtout quand les enfants sont jeunes, l'intervention précoce va avoir vraiment un effet déterminant là, sur l'autonomie et le développement de l'enfant. Les parents aussi ont souvent à se déplacer à différents rendez-vous médicaux, des rendez-vous de réadaptation. Donc, souvent, ces rendez-vous-là sont en semaine et de jour, évidemment. Ça va venir interférer avec leurs responsabilités professionnelles. Marc-Claude a dû mettre fin à son emploi, puis elle a eu la créativité d'avoir une garderie à domicile, mais ça a soulevé différents défis. Ce que la recherche montre, c'est qu'habituellement, les mères vont avoir tendance à diminuer leurs heures d'emploi ou à tout simplement mettre fin à leur emploi, alors que les pères vont avoir davantage tendance à travailler plus pour pouvoir subvenir aux besoins des familles. Donc, ce qui est observé, c'est vraiment un modèle plus traditionnel là, dans les familles qui ont des enfants à besoins particuliers.
Ensuite, on peut aussi s'imaginer que ça soulève justement des dépenses supplémentaires liées au coût des interventions spécialisées. Marie-Claude parlait du fait qu'elle est allée au privé à quelques reprises. Parfois aussi, il y a l'achat de matériel adapté ou encore certains répits et loisirs spécialisés pour l'enfant, que finalement, ce n'est pas payé par le réseau public. Donc, les parents doivent débourser des sommes assez faramineuses. Certains parents aussi vont ressentir de la culpabilité face au fait qu'ils ont moins de temps pour s'occuper de leurs autres enfants ou pour réaliser des activités en famille. Souvent, ça peut être difficile de sortir du domicile ou de faire un petit voyage ou des activités là, à l'extérieur du quotidien. Les autres enfants aussi de la fratrie peuvent avoir des réactions différentes là, tout au long du développement puis des différentes périodes de vie qu'ils vont traverser avec un frère ou une sœur qui présente des besoins particuliers. Il y a aussi des auteurs qui constatent qu'il y a des parents qui vont se sentir incompris par des membres de leur réseau social, leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, leurs proches. Certains vont dire aussi qu'ils auraient l'impression d'être jugés dû à la façon dont ils vont gérer les comportements de leur enfant, par exemple. Il y a des parents aussi qui vont dire qu'ils ont perdu leurs amis, puis ils ont vu leur réseau social s'effriter grandement parce que, justement, ils devaient toujours décliner des activités parce que ça ne donnait pas ou parce qu'ils étaient juste trop fatigués pour sortir le soir. Marc-Claude a parlé du fait que la situation qu'ils ont vécue, les situations qu'ils ont vécues les avaient beaucoup rapprochés, elle et son conjoint. Mais ce qu'on constate dans la littérature, c'est que ces parents-là vont être beaucoup plus à risque de séparation. Donc, il y a des parents qui se rapprochent, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui vont se séparer. Il y a des études qui ont été menées auprès des familles d'enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Et ce que ça a démontré, c'est que les couples étaient 2 fois plus élevés, les couples étaient 2 fois plus à risque de se séparer que comparativement à des couples où est-ce que l'enfant avait un développement typique. Donc, parmi les groupes de parents avec des enfants qui ont, par exemple, une maladie grave, une déficience intellectuelle, c'est vraiment ceux qui ont un trouble du spectre de l'autisme où est-ce que l'attention au sein du couple est plus forte. Marc-Claude aussi nous a parlé des difficultés au niveau de la collaboration avec des intervenants. Aussi, le fait que les interventions proposées ne répondaient pas toujours aux besoins. Ça, c'est beaucoup documenté dans la littérature. Puis ce qui est beaucoup documenté aussi, ça transparaissait dans ton discours, Marc-Claude, c'est la difficulté d'avoir accès aux bonnes informations au bon moment. Je pense aussi que peut-être le fait que tu es professionnel de la santé faisait en sorte que peut-être que tu avais déjà le réflexe ou peut-être des ressources plus facilement accessibles. Mais les parents vont dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations sur la condition de l'enfant, sur les services et les programmes, surtout à la suite de l'annonce du diagnostic. Tu as parlé d'un deuil, quand tu parlais d'un diagnostic qui avait été posé, c'est souvent ce que les familles vont traverser. Puis pour avoir des services spécialisés, ça prend un diagnostic. Donc, quand le diagnostic tombe, bien là, il y a un délai d'attente avant d'avoir des services qui peut être très long. Tu as parlé de 6 mois, j'ai entendu 1 an pour avoir accès à des services. Donc, imaginez recevoir un diagnostic de déficience intellectuelle, on ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas à quoi ça mange en hiver. Puis, on va aller sur Internet, mais là, Internet, il y a toutes sortes d'informations qui vont dans tous les sens. Donc, c'est vraiment une période extrêmement anxiogène pour les parents. Ensuite, les parents aussi ressentent que les intervenants ne connaissent pas les ressources dans la région. C'est des études qui ont été menées au Québec qui pourraient leur permettre de répondre à leurs besoins. Donc, ils doivent vraiment chercher, fouiller, se réseauter pour avoir accès à ces informations-là. Puis des fois, ça prend du temps. Je sais que toi, Marc-Claude, tu es impliqué dans un groupe de parents. Puis ensuite aussi, ce que les parents vont dire dans les études, c'est qu'ils ne se sentent pas toujours écoutés ou entendus, ou ne sentent pas toujours non plus que leur expertise est comprise ou valorisée par les intervenants de la santé et des services sociaux, alors que souvent les parents, bien, c'est ceux qui connaissent le mieux leur enfant, puis les particularités de leur enfant aussi, ses besoins qui sont particuliers. Ils ont aussi souvent l'impression que l'attention est toujours portée sur les déficits, les lacunes de l'enfant et jamais sur le potentiel. Donc, parfois, Marc-Claude, tu as vécu différentes expériences, mais j'imagine que dans ta vie, il y a eu des moments où est-ce que tu te dis oh, « Mon Dieu, est-ce qu'il va pouvoir parler un jour? » Fait que les parents se posent beaucoup, beaucoup de questions sur comment est-ce que leur enfant va être en mesure de se développer, puis jusqu'à quel point il va être capable de développer son autonomie. Ensuite, une autre chose dont j'aimerais parler, c'est le taux de roulement très élevé chez les intervenants de la santé et des services sociaux. Je parlais avec une mère dernièrement qui me disait qu'à l'intérieur d'une année, il y a eu 6 intervenants différents qui sont rentrés dans sa vie, donc dans la vie de leur famille. Donc, faire entrer quelqu'un chez soi, dans sa maison,
dans son intimité, d'avoir à tout réexpliquer l'historique de la famille, de l'enfant, des services qu'il y a eu, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est extrêmement irritant pour les parents. Ce qui fait en sorte qu'il y a des familles qui vont décider, bien là, c'est fini, les services spécialisés, on ne voit pas la pertinence parce qu'on fait juste réexpliquer l'histoire, puis là, bien, ça change. Il y a l'intervenant qui change. Donc, avec la nouvelle réforme qui s'est produite dernièrement, bien, c'est particulièrement très, très ressenti chez les familles. C'est un irritant assez fort ces temps-ci. Aussi, il y a des délais très importants pour accéder aux services, ce qui fait en sorte que juste ces délais-là, des fois, les parents se disent, bon, on va se débrouiller tout seul, on va aller chercher de l'aide dans notre réseau, on va se débrouiller. Donc, parfois, des fois, quand on demande aux familles, bien, c'est quoi vos besoins? Bien, on n'en a pas, on est correct, on se débrouille. Donc, les familles, finalement, se développent des stratégies pour être en mesure d'offrir une présence constante à la maison. Donc, Marc-Claude expliquait qu'elle travaille de jour, son conjoint travaille de nuit. On peut s'imaginer qu'ils ne se voient pas tellement souvent. Voilà. Aussi, bien, certaines familles décident d'aller vers des ressources privées parce qu'ils veulent donner le plus possible d'interventions pertinentes à leur enfant, mais ça coûte très, très cher. Donc, il y a des familles plus fortunées qui peuvent se le permettre, d'autres familles qui ne peuvent pas se le permettre. Donc, ça crée beaucoup d'inégalités au sein des différentes familles. Ensuite, je voulais parler des besoins de répit. Donc, Marc-Claude nous parlait de sa mère qui lui avait qui avait donné beaucoup d'aide à domicile lorsque les enfants étaient plus jeunes. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accès justement à des ressources qui peuvent venir garder, par exemple, ou juste donner un coup de main pour faire la vaisselle, faire les repas. Donc, c'est souvent des périodes qui sont plus complexes. Il existe aussi des ressources qui offrent du répit à l'extérieur de la maison. Donc, les parents vont porter leur enfant à une ressource pour la fin de semaine, par exemple. Mais il existe plusieurs défis. Premièrement, il y a des listes d'attente qui sont assez importantes. Et aussi, ça va être les ressources qui vont décider quand ils vont donner des services aux familles. Donc là, les familles doivent attendre que les plages horaires sortent, puis là, ils peuvent bénéficier de ces répits-là. Toutefois, dans les ressources de répit dans la communauté, souvent, il va y avoir des enfants qui vont avoir différentes conditions, donc déficience intellectuelle, polyhandicap, trouble du spectre de l'autisme, déficience physique. Donc, pour des enfants qui vont être un petit peu plus rigides ou qui vont qui vont avoir des problèmes d'hypersensibilité, d'aller dans ces lieux-là, c'est très anxiogène pour eux. Donc, les parents préfèrent se passer de ces ressources-là qui sont disponibles. Aussi, bien, les compétences du personnel dans ces lieux-là ne sont pas toujours adaptées. Donc, les parents vont se dire, bien, le personnel là-bas sont très, très bons pour s'occuper des enfants qui ont une déficience physique, mais en autisme, c'est moins fort. Donc, ça fait en sorte que l'enfant vit beaucoup d'anxiété. Puis quand il revient à la maison, bien là, c'est la panique, c'est la crise. Donc, c'est très difficile pour les parents lorsque l'enfant revient de ses répits. Ensuite, il existe aussi des programmes gouvernementaux, comme des crédits d'impôt pour les enfants handicapés ou encore des montants d'argent pour embaucher des personnes qui pourraient venir offrir des services de gardiennage ou de répit à domicile. Vous pouvez imaginer que quand on a un enfant qui a des besoins particuliers, on ne peut pas appeler la voisine d'à côté puis lui demander « Pourrais-tu venir garder ce soir? » Souvent, c'est plus difficile que ça. Donc, même si c'est des montants d'argent qui existent pour rembourser une partie des sommes, si les parents ont de la difficulté à trouver du personnel, des personnes qui sont qualifiées pour venir à la maison offrir du gardiennage, du répit. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que les ressources qui existent, c'est très, très, très dispendieux. Puis, ce que le gouvernement rembourse, c'est vraiment une portion très minime. Donc, c'est 2,50 $ environ, alors que les ressources peuvent charger entre 15 et 20 $ de l'heure. Donc, ce n'est pas grand-chose, le petit 2,50 du programme de répit. Alors, certaines familles vont décider de s'en passer. Je pense que, Marc-Claude, c'est un choix que vous avez fait dans votre famille. Ensuite, oui, aussi, je voulais dire aussi que les formulaires sont très, très longs à remplir. Et aussi, pour bénéficier de ces ressources-là, il y a un intervenant qui vient à domicile pour évaluer les besoins des familles à chaque année, même si les besoins sont relativement les mêmes. Donc, c'est la façon dont ça fonctionne. Puis cet intervenant-là vient dans le domicile des familles. Puis souvent, les familles vont avoir tendance à minimiser leurs besoins parce qu'ils veulent démontrer que ça se passe bien, que leur enfant va bien et tout ça. Mais donc, finalement, ils ont moins d'heures, ils ont moins de sous pour s'offrir des ressources parce que, justement, ils voulaient bien paraître là, devant les intervenants qui venaient évaluer leurs besoins.
Une dernière petite chose que j'aimerais spécifier, puis je pense que le témoignage de Marc-Claude le met bien en valeur, c'est que les besoins des familles sont vraiment variés. Donc, d'une famille à l'autre, c'est complètement différent. Et aussi, ils évoluent à travers le temps. Donc, c'est important que les intervenants soient en mesure de s'adapter aussi, puis qu'ils connaissent bien les ressources, puis les informations pour vraiment bien accompagner la famille à travers les différentes transitions, puis les différentes étapes de vie. Alors, maintenant, je laisserai la parole à Marc-Claude pour nous parler de son expérience en tant que proche aidante d'une proche. Alors, pour mon deuxième témoignage, je vais vous parler de ma mère. C'était aussi une grande amie. On avait vraiment un lien très particulier. Ça a été une collègue de travail quand j'ai eu ma garderie. Elle m'a beaucoup aidée, mais on travaillait vraiment très bien ensemble. On avait la même façon de travailler, les mêmes objectifs d'éducation. Ma mère, c'était un ancien professeur du primaire, puis elle adorait les enfants, puis elle avait une structure, ça allait très bien travailler avec elle. Ça a été une grand-mère extraordinaire pour mes enfants et pour tous ses petits-enfants. Elle les adorait tous. Et ça a été aussi un peu comme mon quatrième enfant. Parce que dans les dernières années de sa vie, ma mère avait des pertes cognitives et une perte d'autonomie tellement importante que ça amenait quasiment des soins comme pour un enfant. Ça a été éprouvant pour toute notre famille d'en prendre soin, mais je vous dirais qu'on n'a aucun regret de ce qu'on a fait pour elle, puis j'ai déjà dit que je le referais, même en sachant ce que je sais aujourd'hui. Dans mon autre témoignage, j'avais compris que ma mère, elle a été très, très présente quand mes enfants étaient jeunes pour aider Yann, pour aider toute la famille. Mais en même temps, ma mère était la proche aidante de mon père. Quand ils sont déménagés, quand mon fils avait à peu près 1 an, mon père avait déjà la maladie d'Alzheimer à ce moment-là, mais on ne le savait pas. Et plus tard, on a su qu'il y avait un cancer de la prostate qui finalement est devenu un cancer généralisé des os. Alors, avec le temps, ma mère s'est retrouvée à s'occuper de plus en plus de mon père. Ça prenait de plus en plus d'importance dans sa vie. Mais c'est toujours resté important pour elle de venir m'aider à la garderie parce que j'ai l'impression qu'elle venait chercher là, comment vous dire, du bonheur. Pour elle, les enfants, c'était tellement important, puis de travailler ensemble, tout ça, ça la ressourçait et ça y faisait voir d'autres choses là, que d'être toujours avec mon père qui avait des très grands besoins. Ma mère, elle a perdu la vue d'un de ses yeux dû à la dégénérescence maculaire un peu avant la mort de mon père, mais malgré tout ça, elle est restée très, très autonome. Elle conduisait encore. Cette femme-là avait de l'énergie. J'avais une poussette trip pour la garderie. Bien, elle était capable de pousser la poussette trip, même dans une côte avec les enfants, puis d'aller au parc, puis de gérer tout ce monde-là. Elle avait une énergie et elle était positive. C'était une femme extraordinaire. J'ai beaucoup d'admiration pour ma mère. Puis, au décès de mon père, il était convenu que ma mère vienne vivre avec nous, qu'on transformait la maison en bigénération pour qu'elle soit avec nous. Elle, ça a été très difficile, le décès de mon père. Elle a fait une grande dépression et elle a vécu beaucoup, beaucoup de culpabilité de ne pas avoir été présente au moment du décès de mon père. On a entrepris les démarches de transformation de la maison. On a fait 2, 3 plans différents pour finir avec un plan qu'on était pour mettre en marche. On a eu des problèmes avec le permis de la ville parce que, figurez-vous qu'on ne peut pas avoir une garderie en même temps qu'une bigénération. C'est comme 2 activités différentes et ça ne marche pas ensemble. Alors, on est obligé de, négocier, faire des changements, puis finalement, on a réussi par trouver un terrain d'entente. Quand on a commencé les rénovations, mon père, ça faisait déjà 2 ans qu'il était décédé. On a déménagé toute la famille chez ma mère et ma garderie. Alors, on s'est toutes retrouvées chez ma mère. On peut vous dire que des fois, il manquait d'espace. Ça a demandé beaucoup d'adaptation. Moi, je servais de contremaître à la rénovation. Je passais mon temps à être obligée d'aller sur le chantier. À tout bout de champ, il y avait des questions. Il y avait le soir, on retournait nettoyer. On a fait la peinture à la fin. Puis mon conjoint, pendant ce temps-là, il avait repris les études
en sciences infirmières. Il faisait son bac à temps plein et il travaillait à temps partiel de nuit. Alors, vous pouvez imaginer, on était une famille très occupée. Quand on a eu fini de faire les modifications de la maison, il a fallu la vendre, la vider. Je vous dirais que la vente de la maison a amené énormément d'anxiété chez ma mère. L'agent d'immeuble qu'elle avait choisi comme, comment on dirait ça, profiter de sa vulnérabilité et de son anxiété par rapport à l'argent. Alors, je peux vous dire que je ne l'ai jamais recommandé à personne. Finalement, quand ma mère allait aménager chez nous, ça faisait déjà 3 ans que mon père était décédé. Alors, ça a pris quand même un certain temps. Hein? C'est des projets qu'on appelle à long terme. Pendant la première année qu'elle a été chez nous, elle a fait comme un trouble anxieux. Elle avait des fois comme peur de mourir. Pourtant, elle n'avait pas des problèmes de santé si importants. En fait, c'était pas sérieux, puis sa vie n'était pas en danger, mais ça l'habitait. Puis, ça a pris un certain temps, tu sais, réussir à parler au médecin quand, comme la tierce personne, c'est pas évident là, de pouvoir parler au médecin quand c'est une personne, dans le fond, c'est un adulte, là. Je n'ai pas à l'accompagner chez le docteur, mais bon, on a fini par trouver un moyen, le médecin a fini par trouver quelque chose qui pouvait l'apaiser, puis ça s'est mis à mieux aller. À la fin de la première année, elle a été opérée pour la cataracte sur son œil qui était sain. Malheureusement, quelques mois plus tard, la dégénérescence maculaire s'est installée dans cet œil-là. Quand ma mère elle me dit qu'elle ne me voyait plus le visage, on était séparés seulement du comptoir de la cuisine et elle conduisait encore. Alors, pas besoin de vous dire que j'ai dit non, là, tu ne conduis plus, tu ne touches pas à ça, on va attendre de voir le spécialiste. Alors, tu sais, naturellement, tu essaies de gagner du temps pour pas que ce soit... parce que pour elle, c'était tout un choc, là. Elle venait de perdre son autonomie. Et effectivement, elle a perdu beaucoup d'autonomie. Ma mère était déjà... elle entendait déjà pas beaucoup. Elle avait des appareils, alors elle n'entendait pas bien. Là, elle se retrouvait à plus voir très bien non plus. Puis ça, c'est un processus qui accélère au niveau des fonctions cognitives, là, la perte, là, parce qu'il y a moins de stimulation là, au niveau du cerveau. Alors, on s'est aperçu que la mémoire était moins bonne, le jugement commençait à prendre le bord un petit peu. Puis on a eu comme un événement qui avait vraiment fait comme une brisure, une cassure. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais je vais vous raconter l'événement, vous allez comprendre. Ma mère, même si elle ne voyait pas beaucoup, elle m'assistait, elle m'aidait à la garderie. Puis quand j'avais des rendez-vous, je m'arrangeais toujours que c'était pendant la période de la sieste parce que j'avais un excellent groupe, ça dormait bien. Alors j'avais une période suffisamment tranquille qui était juste là, dans le fond, au cas qu'il arrive de quoi, mais il ne se passait jamais rien. Alors, je me dépêchais vite à revenir, par exemple. Puis cette fois-là, quand je suis revenue, je suis rentrée dans la maison, puis elle n'était pas là. Les enfants étaient tout seuls dans la maison. J'ai su, quand elle est revenue, qu'elle était partie à l'épicerie, elle est allée chercher des choses pour faire le souper. Puis, elle s'est aperçue qu'elle avait laissé les enfants seulement quand je lui ai dit. Alors, elle s'est mise à pleurer énormément, puis de me dire, « Mais tu ne me feras plus confiance. » Effectivement, je ne pouvais plus lui faire confiance. J'avais la responsabilité de ces enfants-là. Je ne pouvais pas prendre le risque qu'elle le refasse ou qu'elle refasse d'autres choses, qu'elle oublie d'autres choses. Heureusement pour moi, j'avais une amie qui avait aussi un service de garde qu'elle venait de fermer, puis elle n'avait pas de travail. Alors, c'est elle qui me dépannait. Puis je peux vous dire que c'est arrivé une couple de fois là, qu'elle me dépanne. Une fois en urgence, ma mère... Elle avait oublié qu'elle avait pris des médicaments pour le rhume d'ennui. Elle en a repris rapidement d'autres. Puis le matin, bien, elle était plutôt cognée. Elle avait de la misère à se tenir sur ses jambes. Écoutez, elle était sur un étage. La garderie sur l'autre étage, je ne pouvais pas être entre les deux. Là, ça ne marchait plus. Alors finalement, c'est elle qui s'est occupée de la garderie. Puis moi, je m'occupais de ma mère de l'autre côté.
Puis je vous dirais que dans les derniers temps que j'ai eu ma garderie, ma mère avait de plus en plus des propos inappropriés. On dirait qu'elle manquait de filtre. Tu sais, elle parlait aux parents, puis elle leur reprochait toutes sortes d'affaires. Les enfants, elle les chicanait, puis il n'y avait pas de raison de les chicaner. Moi, à un moment donné, elle me dit « T'es une mauvaise éducatrice » parce que j'avais pas forcé un jeune à finir ses carottes dans son assiette ou quelque chose de même. En tout cas, c'était toutes sortes de situations de même. Alors, quand j'ai fermé ma garderie, là, j'étais très épuisée. Puis en plus, j'avais ma fille qui, depuis quelques mois, faisait un trouble anxieux et une dépression. Alors moi, j'appelle plus ça la génération sandwich, j'appelle ça la génération club sandwich. J'ai arrêté de travailler. J'ai été 1 an en arrêt. Pendant ce temps-là, on a eu la visite de l'IRDPQ en déficience visuelle qui sont venus pour essayer d'adapter l'environnement, trouver des adaptations pour améliorer l'autonomie de ma mère. Mais malheureusement, à cause de ses problèmes cognitifs, elle n'était plus capable de faire de nouveaux apprentissages, de retenir. Il y avait une rigidité intellectuelle qui s'installait. Alors, elle a eu une visionneuse. Je ne sais pas si elle a réussi à l'utiliser 6 mois. Il y a son appareil pour écouter des disques là, de livres lus. Là. Ça, elle l'a utilisé quand même longtemps. À la fin, là, elle écoutait tout le temps la même chose parce qu'elle s'endormait puis elle oubliait aussi qu'elle était rendue. Là. On a eu le transport adapté parce qu'une fois qu'elle a arrêté de conduire, elle a pris le transport de la ville. Mais à la fin, des fois, elle oubliait où elle devait descendre. Puis une fois, elle s'était rendue à l'église, qui n'était pourtant pas très loin. Puis quand elle a voulu revenir, elle ne voyait plus les panneaux des arrêts d'autobus. Elle n'était plus capable de les voir. Alors, elle marchait sur la rue, puis là, plus elle allait, plus elle se désorganisait parce qu'elle devenait anxieuse, elle ne trouvait plus. Puis c'est mon amie qui l'a retrouvée, puis qui l'a ramenée à la maison. Puis heureusement qu'elle était là parce qu'il fallait qu'elle traverse une intersection où il y avait des lumières. Je ne pense pas qu'elle aurait réussi, là. Alors, les 3 ans qui ont suivi, là, ça se détériore, ça continue à se détériorer. On a commencé à avoir des services, entre autres du centre de jour, où on a eu l'équivalent de 1 à 2 journées par semaine. 2 journées, c'est quand elle avait le programme de stimulation à l'équilibre. On a payé avec les services communautaires du ménage 1 fois par 2 semaines de son petit logement, puis on avait une dame de compagnie qui faisait 3 heures par semaine. D'ailleurs, ça a été très difficile de faire accepter la dame de compagnie. Elle s'est mise à faire de la cuisine avec, puis là, ça a bien passé. Elle a continué même si elle continuait à se détériorer, ma mère tenait à continuer à faire à manger et à faire mon lunch. Le midi, ma mère nous faisait une grosse salade qui, naturellement, était trop grosse pour qu'on la mange du premier coup. Elle la serrait dans le frigo, elle la ressortait le lendemain, elle rajoutait des affaires par-dessus, elle la ressortait. En tout cas, je peux vous dire qu'à la fin de la semaine, le fond de la salade, là... En tout cas, j'ai appris à trier ma salade. Puis, à continuer à faire à manger, on a trouvé toutes sortes de choses, des élastiques dans la sauce, du papier des sandwichs. En tout cas, on était rendus un peu méfiants, là. Moi, j'ai recommencé à travailler à l'extérieur au début à temps partiel. Je venais dîner à la maison. Mon conjoint, bien, il y a une raison de plus pour travailler de nuit parce qu'on avait besoin de quelqu'un à la maison 2 jours pour ma mère. Elle suivait partout, jusqu'au sur le bord de la porte de la toilette. Quand on faisait la cuisine le soir, elle était toujours comme là, à travers nous autres. Elle voulait vider le lave-vaisselle, mais elle ne voyait pas clair. En tout cas, on a brisé de la vaisselle. Il manquait des morceaux. La dernière année a été très difficile. Hein? Plus ça allait, plus il y avait de la rigidité, plus il y avait des pertes d'équilibre. On était rendu avec une marchette, on a fini en fauteuil roulant. Ma mère faisait ce qu'on appelle des petits ICT. C'est comme des petits ACV, mais des fois, ça passe inaperçu. Sa pression pouvait monter au-dessus de 200. Alors, on se retrouvait à l'hôpital, là, des investigations, on retournait à la maison. Alors,
On a fait le voyagement comme ça à l'hôpital plusieurs fois. Et les petits ICT, ce que ça fait, c'est que ça endommage le cerveau. Et ça fait que, finalement, ma mère souffrait d'une démence vasculaire, puis que son cerveau, tranquillement, se détériorait. Elle a fait énormément de chutes. On a été extrêmement chanceux. Elle ne s'est jamais blessée sérieusement. Elle est même déjà tombée avec une plante, une grosse plante, là, un gros palmier. C'est mon fils qui l'a ramassé, qui l'a mis dans son fauteuil roulant. Quand on est arrivé, elle était pleine de terre. Elle tombait, elle avait un bracelet d'appel. Elle ne pensait pas l'utiliser. Alors moi, j'ai été obligée de m'équiper d'un dispositif pour les bébés, là, de moniteur. Puis la nuit, dès que j'entendais un petit bruit, bien là, ça me réveillait. Puis là, j'étais stressée. Es-tu tombée? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait-tu juste aller aux toilettes? Alors, vous pouvez imaginer le genre de nuit qu'on passait, là. La dernière année, ça ressemblait à ça. Puis en plus, elle avait une fixation sur sa douche. Elle voulait prendre sa douche dès qu'elle se levait le matin, juste avant le déjeuner. Imaginez, je travaille, j'ai un enfant qui a des besoins particuliers qu'il faut que j'encadre, que je stimule, que j'aide, et j'ai ma mère que dès qu'elle se réveille, elle me demande la douche, et qu'après ça, c'est son déjeuner qu'il faut préparer. Alors, je ne vous dis pas à quelle heure je me levais. Et c'était tous les jours. C'est des fois, elle se levait en plein milieu de la nuit, puis elle me cherchait, puis là, elle m'appelait, puis elle me disait « C'est-tu l'heure de la douche? » Ah, j'étais tannée de la douche, là. Puis on a essayé d'avoir les services du CLSC, mais elle ne voulait rien savoir. Mes enfants, eux autres, la fuyaient le plus possible parce qu'ils avaient le droit à toutes sortes de commentaires. Elle n'était pas toujours fine. Elle n'avait déjà pas de filtre. Il y a quelques années, bien, les filtres ne sont pas revenus. Alors, on en a eu de toutes les couleurs. Et finalement, on a été obligé de l'envoyer en hébergement temporaire parce que le dernier été qu'elle a été avec nous, on était supposé d'aller au mariage de mon neveu aux États-Unis, à 12 heures de route. Au départ, c'était prévu qu'elle vienne avec nous, mais son état s'est tellement détérioré que là, c'était plus pensable. Puis là, bon, on a fait des démarches pour avoir l'hébergement temporaire. Hey, la culpabilité qu'on a vécue. Je veux pas aller là. Je suis capable de rester tout seul. Je veux... Ah. Marie-Claude va rester avec moi. Marie-Claude va rester avec moi, bien sûr. Alors, finalement, juste avant un peu le départ, bien, on a été obligé de l'hospitaliser. Elle faisait encore un épisode de, je me souviens pas quoi, là, mais alors là, on pensait qu'on serait plus capable de partir. Finalement, ils l'ont transféré de l'hébergement, de l'hospitalisation à l'hébergement temporaire. Et c'est mon oncle et ma tante qui allaient la voir de temps en temps, qui nous envoyaient des petits messages pour dire comment ça allait. Cet hébergement temporaire-là, puis cette vacance improvisée-là qu'on a eue, a mis en lumière tout l'épuisement puis toute l'énergie qu'on mettait auprès de ma mère, puis on se disait, ça n'a comme plus de bon sens, là, on n'est plus capable. Alors, quand on est revenu, on a fait notre demande pour avoir de l'hébergement au public, mais comme vous savez, c'est très, très long. Puis rendu au mois de septembre, là, on était épuisés. On a dit, là, on ne peut pas attendre. Ma mère avait des sous. On a fait les démarches pour de l'hébergement au privé. Mais même au privé, ça a pris encore 3 mois pour avoir sa place. Et la dernière journée qu'elle a été à la maison, elle ne se tenait plus sur ses jambes. On était obligé de la porter pour la transférer. J'ai fait son hygiène sur la toilette. Finalement, je n'étais pas capable de l'entrer dans la douche. Elle ne se tenait plus. Elle tombait sur le côté. C'était difficile de la faire manger. Alors, finalement, mon conjoint a dit, bien, je pense qu'on va aller voir à l'hôpital qu'est-ce qui se passe. Puis, j'avais dit, s'ils veulent la retourner, là, c'est... Non, là, moi, je ne suis pas capable de la soulever. J'avais déjà des problèmes de dos. Là. Je ne pouvais pas m'imaginer en faire plus. Alors, finalement, ma mère est passée de l'hôpital à l'hébergement et c'est à l'hôpital que j'ai dû annoncer à ma mère qu'elle ne reviendrait plus chez nous. Ça a été un des moments les plus difficiles, je vous dirais, et ça a été aussi le dernier grand moment de lucidité qu'elle a eu. Parce que quand je lui ai dit, « Écoute, je ne suis plus capable, je suis en train de me rendre malade », ma mère, elle me fait comme réponse, « Je ne veux pas que tu deviennes malade à cause de moi. » Puis,
on s'est serrés dans les bras, puis on a tellement pleuré ensemble. Ça a été vraiment très difficile. Naturellement, l'hébergement a été un très, très grand choc pour ma mère. Ça a amené, déjà que ma mère, c'était une personne anxieuse, ça a amené énormément d'anxiété, de stress, Elle était très souffrante émotivement et psychologiquement. C'était tous ces scénarios, les choses, c'était toujours des drames, ses rêves, ce qu'elle s'imaginait, c'était toujours catastrophique. Il n'y a rien qu'elle n'a pas dit au personnel. Elle voulait s'en aller, elle a tombé. Ils ont été obligés d'y mettre des contentions. Moi, j'ai fait énormément de démarches auprès du médecin pour qu'on y trouve un certain soulagement, un apaisement, parce qu'il n'y avait rien de plus difficile que de la voir souffrir psychologiquement comme je la voyais souffrir. Je pense que c'est pire que la souffrance physique, dans le fond. Puis, moi, j'étais là les 3 premiers mois, j'étais là tous les jours. Tous les jours, j'étais là, sans exception. Même des fois, c'était 2 fois par jour. J'y allais avant d'aller travailler, puis j'étais avec elle pour son souper. Puis, ça a continué, naturellement, là, ça a accéléré. Là, la détérioration était rendue qu'elle n'était plus capable de tenir son verre. Les ustensiles, c'était difficile. L'assiette, le temps est terminé. Puis, j'ai essayé de trouver des adaptations pour faciliter. Puis, finalement, ça s'est rendu qu'elle n'était plus capable de marcher. Ils ont été obligés de la positionner en fauteuil roulant. J'ai été obligée de trouver des vêtements adaptés. Finalement, à la fin de cette année-là, ma mère ne parlait plus, ne mangeait plus seule, ne buvait plus seule. Elle ne faisait plus rien. Puis, je ne suis pas sûre qu'elle me reconnaissait tout le temps, alors qu'elle m'appelait tout le temps, dans les premiers temps que j'étais là, qu'elle était là, excusez. Je vous dirais que le dernier beau moment qu'on a eu avec elle, c'est sa dernière fête. On avait invité, toute notre famille était allée, mon ami, mon oncle, ma tante, puis on avait apporté des rouleaux vietnamiens. C'était quelque chose qu'elle adorait. Puis malgré qu'elle était rendue à manger en purée, là, je vous jure qu'elle en a mangé. Puis elle les trouvait bons. Puis elle avait apporté son dessert préféré qui avait plein de chocolat. Puis elle était tellement contente. On voyait dans ses yeux là, que ça lui faisait plaisir. Puis avec mon conjoint, bien, je me suis occupée naturellement des funérailles, de vider son logement parce qu'il restait encore beaucoup de choses chez nous. Et j'ai été son exécutrice testamentaire. Ça a pris un certain temps à régler. Je vous dirais, au niveau de l'impact familial, ce que ça a fait, c'est que mes 3 enfants se sont plutôt éloignés de leur grand-mère parce que les derniers temps étaient très difficiles. Pour Yann, bien, on a eu pas mal moins de temps pour s'occuper de lui, malheureusement. Mon fils aîné vivait des choses difficiles, puis il gardait ça pour lui-même parce qu'il savait qu'on en avait déjà trop. C'est juste plus tard qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés. Ma fille, malgré qu'elle ait pris ses distances, est restée très profondément attachée à sa grand-mère. Maintenant, elle nous en parle, puis on voit qu'elle est bien avec ça. Pour nous, bien, on s'est rendu, en tout cas moi, je me suis rendue au bout de presque à l'épuisement. Mon conjoint, bien, il a tenu bon, je pense bien. On a fait vraiment un don de soi. On a manqué de temps pour notre famille, pour nous, comme couple. Heureusement, on a eu du soutien dont je vous ai parlé, l'aide de la dame de compagnie, tout ça. J'avais mon oncle, quand ma mère était assez bien, il l'amenait à voir l'opéra, puis mon ami qui l'amenait qui l'amenait à la messe. Alors, sans ces gens-là, ça aurait été pas mal plus lourd, en fait. Alors, voilà. Merci. Quelle belle histoire touchante. Quel incroyable exemple de résilience, hein, de résilience personnelle, résilience familiale également, pas passer à travers tout un processus comme ça qui s'échelonne sur 20 ans. Là, hein, c'est pas 2 ans, là, c'est 20 ans quand même. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand on entend une histoire comme celle-là,
on se sent un petit peu mal de dire qu'on est fatigué puis qu'on est dans le rush de fin de session. Hein? Je pense qu'il y a des gens qui vivent des choses un petit peu plus intenses que ça. Et bravo, puis félicitations. Puis ça me permet, en fait, de vous parler de 3 aspects. En fait, j'aurais pu répéter plein de choses qu'Élise a déjà dites parce que quand on parle de proches aidants, d'aînés, il y a beaucoup de choses qui sont similaires avec ce qu'Élise a déjà nommé. Donc, conciliation, travail, famille, proche aidance. Donc, Claude en a parlé, Élise l'avait nommé. La méconnaissance des services également. Le manque d'accès aux services, c'est la même chose pour les proches aidants d'aînés. Les besoins de répit, c'est le besoin à peu près le plus important. Pour les proches aidants d'aînés, c'est la même chose. L'accessibilité à ce répit-là, un répit plus ou moins adapté aux besoins d'ailleurs. Et les formulaires aussi, tu as parlé de formulaires, Élise, c'est la même chose. C'est encore pire, même pour les aînés, je pense, les formulaires. Et c'est encore pire quand l'aidant est un aîné aussi. Oui. C'est encore plus difficile pour les aînés de remplir tout ça. Donc, pour ne pas répéter la même chose que ce qu'Élise a abordé, donc j'ai noté trois petits points ici. Donc, l'impact sur sa propre vie. D'abord, je vais commencer par ça. Donc, on voit, Marc-Claude en a parlé, et les recherches démontrent qu'il y a un aidant sur 3, un tiers des aidants, en fait, doivent réduire le temps qu'ils consacrent à leurs activités personnelles, à leurs activités de loisirs, leurs activités sociales. Hein, c'est clair qu'on n'a pas de temps pour ça quand on s'occupe d'un aîné. La moitié des aidants diminuent le temps passé avec leur conjoint également. Je pense qu'on a eu un exemple ici. Même si tu n'as pas insisté là-dessus, on peut comprendre qu'avec du travail comme ça, sur des chiffres différents, une chance que vous aviez déjà vos 3 enfants. Pas sûr que ça aurait été bien possible d'en faire un autre. Non. Donc, c'est clair que tout ce qu'on a entendu dans l'expérience de Marc-Claude nous démontre là, à quel point ça conduit à l'épuisement d'être un proche aidant. Ça conduit à des problèmes de santé physique, des problèmes de santé mentale. Ça a été documenté là, depuis 30 ans. Il y a beaucoup de documentation là-dessus. Ce qu'on dit peut-être moins souvent, et peut-être que vous ne savez pas, peut-être que Marc-Claude, tu ne sais pas, être un proche aidant, ça réduit l'espérance de vie de 4 à 8 ans. Donc, c'est dire comment le stress que ça engendre, la proche aidance, là, a un impact même sur l'espérance de vie. Donc, ce n'est pas rien. Et donc, ça veut dire que prendre soin de quelqu'un qui en a besoin, c'est le faire au détriment de sa propre santé et au détriment de sa propre vie. Donc, c'est important qu'on sache ça pour mieux soutenir les proches aidants qu'on rencontre, qui sont autour de nous. Donc, l'impact sur la vie, je pense que Marc-Claude l'a assez bien détaillé. Je n'en dirai pas plus longtemps là-dessus. Je reviendrai par contre sur le concept d'auto-reconnaissance du rôle de proche aidant. Parce que quand on écoute Marie-Claude, je pense qu'elle le nomme bien, s'identifier comme proche aidante de sa mère, mais beaucoup moins comme proche aidante de Yann. Hein, quand on parle d'enfants, souvent, on est la maman. On est plus difficilement, on accole moins le terme proche aidant quand il s'agit d'un enfant. Et en fait, bien, c'est ça, c'est aussi, comme on l'expliquait tantôt, de la proche aidance. Et si je vous dis... par exemple, je reviens à mes aînés, si on évalue qu'un aîné a besoin de 22 heures de soins par semaine, combien d'heures dans les 22 heures sont données par le réseau de la santé? Donnez-moi un chiffre comme ça. Je ne vous vois pas bien, je ne sais pas, je vais vous entendre. 4, 5? Hein? Vous n'êtes pas loin. En fait, c'est même moins que ça, c'est 3h30. Parce qu'en fait, 85 des besoins sont comblés par les proches aidants. Donc, 85 si on calcule sur le 22 heures, ça veut dire que ça fait 18,5 heures qui seraient données par le proche aidant, puis seulement 3h30 données par le réseau de la santé. C'est donc dire comment le rôle des proches aidants est primordial et essentiel dans notre société. On a de la misère à répondre aux 3,5 heures que l'aîné a besoin, alors que le proche aidant, lui, en fait 18,5 de son côté. Pourtant, même si les proches aidants font 85 des soins aux aînés, 1 sur 3 a encore de la difficulté à se reconnaître comme proche aidant. Puis 1 sur 3 qui offre entre 1 et 20 heures d'aide ou de soins par semaine. C'est sûr que quand on offre 1 heure par semaine, ça se peut qu'on ne s'identifie pas trop au rôle d'aidant.
Mais quand on est rendu à donner 20 heures par semaine, en quelque part, il faudrait qu'on puisse se reconnaître dans ce rôle-là. Et il y a encore une personne sur 5, un proche aidant sur 5, qui ne se reconnaît pas comme proche aidant et qui donne plus de 10 heures par semaine de soins. Donc, c'est vraiment important. Puis, les proches aidants de la génération sandwich font partie de ces gens-là. Donc, vous êtes nombreux dans la salle à faire partie de cette génération des 45-65 ans. Donc, il faut qu'on se reconnaisse dans ce rôle-là et il faut que vous reconnaissiez ceux que vous connaissez qui en font partie. Parce que la reconnaissance de son rôle, ça vient avant l'accès au service. Hein, si vous ne vous reconnaissez pas comme proche aidant, vous n'irez pas chercher de l'aide et il n'y a certainement pas quelqu'un qui va aller vous en donner si vous ne vous reconnaissez même pas comme proche aidant. Parce que ceux qui se reconnaissent et ceux qui en demandent ont de la difficulté à en recevoir. Donc, si vous n'en demandez pas et vous ne vous identifiez pas, c'est sûr que vous n'en aurez pas. Donc, ça passe d'abord par une auto-reconnaissance de son rôle. L'autre aspect dont je voulais vous parler, c'est la post-proche aidance, dont on parle très peu. En fait, la proche aidance, on l'envisage dans un parcours, en fait, qui débute à peu près plus ou moins au moment du diagnostic de la personne dont on s'occupe, mais on sait que la proche aidance commence bien avant ça, parce qu'on a vu que des fois, les diagnostics, ça prend des années avant de les avoir, puis quand il s'agit d'aînés, c'est la même chose, c'est très long parfois. Donc, la proche aidance commence bien avant, donc il y a toute la période active de proche aidance, et au moment où la personne décède, en fait, il y a une phase là où on oublie cette phase-là, en fait, parce qu'on ferme le dossier. Hein, les proches aidants n'ont pas de dossier. C'est l'aidé qui a un dossier, l'aidé décédé, on ferme le dossier. Et on ne tient pas compte de ce que ça implique pour le proche aidant de s'être occupé de quelqu'un pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire 20 ans, qui, finalement, c'est un peu un paradoxe parce qu'au début, ils ont de la difficulté à se reconnaître comme proche aidant. Une fois qu'ils ont enfin réussi à se reconnaître et qu'ils sont proches aidants pendant plusieurs années, au moment où la proche aidance se termine, les proches aidants, ils ne savent plus qui ils sont. Ils ont de la difficulté à se redéfinir. Ils doivent se redéfinir une identité, une nouvelle identité. Je fais quoi maintenant? Je suis qui maintenant que mon proche n'est plus là? Et c'est quoi le sens à ma vie? Et c'est encore plus vrai et encore plus frappant chez les aînés qui se sont occupés pendant très longtemps de leur conjoint et qui n'arrivent plus à se trouver une nouvelle identité. Les aidants de la génération sandwich ont moins de difficultés à ce niveau-là parce qu'ils peuvent envisager éventuellement retourner sur le marché du travail, par exemple, et il y a encore des rôles sociaux comme ceux-là qu'ils avaient délaissés qui peuvent reprendre. Mais un proche aidant d'aîné qui est lui-même aîné a à composer avec cette redéfinition d'un nouveau rôle qui arrive à ce moment-là. Une autre chose dont je voulais vous parler, dont on ne parle pas souvent, ou qu'on parle encore moins en fait, c'est la maltraitance. La maltraitance envers les proches aidants. Donc, je vais retourner à la bonne page, ici. Je dirige actuellement une recherche qui est la première au Québec à traiter de ce sujet-là. Donc, on parle bien de la maltraitance envers les proches aidants et non pas la maltraitance envers les aînés qui est souvent, en fait, quand on parle de la maltraitance envers les aînés, on cible souvent les proches aidants comme étant les potentiels maltraitants en raison de l'épuisement, en raison de toutes sortes de choses. Mais moi, je parle de la maltraitance vécue par le proche aidant. Donc, première recherche au Québec sur ce sujet, on a rencontré, en fait, 95 proches aidants, 43 intervenants dans 10 régions du Québec. On a aussi interviewé 15 proches aidants qui sont victimes de maltraitance pour essayer de comprendre c'est quoi ce phénomène de la maltraitance envers les proches aidants, comment ça se manifeste. Et en fait, on a identifié donc 4 provenances. Donc, la maltraitance envers les proches aidants provient, bon, je dis d'abord parce que c'est ce qui est ressorti le plus dans notre étude, mais en fait, les 4 sont présents. D'abord, par les institutions. Donc, les institutions sont évidemment représentées par les intervenants. L'institution comme telle ne peut pas faire de la maltraitance, mais les intervenants, par le biais de leur institution, par le biais de certaines règles, de certaines normes, de certains, etc. Donc, les institutions. Ensuite, je vais vous revenir après là, avec des exemples. Donc, les institutions, l'entourage, la famille, les autres proches qui ne sont pas proches aidants, mais qui font partie de la famille, les personnes aidées, donc qui reçoivent les soins ou les services du proche aidant,
et le proche aidant lui-même, par le biais de l'auto-maltraitance, l'auto-négligence. Et là, on a déterminé, bon, c'est quoi les manifestations pour chacun de ces sources-là. Et c'est sûr que les proches aidants n'en parlent pas d'emblée de maltraitance. Marc-Claude n'a jamais nommé avoir été victime de maltraitance, mais dans tout son témoignage, il y avait plein d'affaires qui rentrent là-dedans. Plein d'affaires. Donc, quand on parle, par exemple, et là, en fait, c'est ça, on avait fait la liste de tout ce qui sort comme maltraitance provenant de chacun de ces éléments-là, puis on se rendait compte qu'il y avait plein de redondances. Et finalement, on a été capable de faire des recoupements, des croisements pour réaliser qu'en fait, il y a 7 manifestations de la maltraitance, il y a 7 formes de maltraitance envers les proches aidants, peu importe d'où ça vient. Donc, que ce soit l'institution, l'entourage, l'aidé ou même l'aidant, la première forme de maltraitance qu'on voit, c'est d'imposer le rôle de proche aidant. Donc, il n'y a personne qui demande au proche aidant s'il est d'accord pour assumer ce rôle-là, s'il a la capacité de le faire, s'il a l'intérêt pour le faire. Hein? Le rôle est imposé autant par les institutions, par les intervenants qui prennent pour acquis. Hein? S'il y a un conjoint, il y a quelqu'un de malade, il y a un conjoint, c'est le proche aidant. Il n'y a personne qui demande est-ce que cette personne-là veut être un proche aidant. C'est comme automatique, c'est le proche aidant. S'il y a un parent d'un enfant malade, bien, c'est eux autres qui vont s'en occuper. Tu sais, c'est comme ça va de soi. Donc, il y a une imposition du rôle de proche aidant qui est perçue comme de la maltraitance pour les proches aidants. Une autre manifestation, donc, juger les façons de faire des proches aidants, donc critiquer. Hein, toute la famille qui critique. Hein, eux autres ne sont pas là pour aider, mais ils sont donc bons pour dire comment on pourrait faire autrement, puis qu'est-ce qui n'est pas correct, puis ah, ben là, tu le gardes ben trop, puis ah, ben là, tu en fais trop, ben là, pourquoi tu as fait ça? Puis c'est pas le temps de l'héberger, c'est pas le temps. Ils sont toujours là pour donner des conseils. Donc, cette critique qui est là constamment, que ce soit même de l'entourage, mais de l'aider aussi, hein, qui juge ce qu'on fait, qui jamais satisfait, plus ou moins satisfait de ce qu'on fait. Le proche aidant lui-même qui se critique, qui est jamais sûr, qui doute constamment de ce qu'il fait, et donc qui est toujours en train de remettre en question et qui juge ses propres actions. Normaliser le rôle et la maltraitance. Donc, même principe, c'est normal que tu t'en occupes parce que c'est ton conjoint, c'est normal, c'est ta femme, c'est ton enfant, c'est ton fils. Normaliser la maltraitance, bien écoute, c'est pas de sa faute, il est handicapé, c'est pas de ta faute s'il t'a frappé, c'est pas de ta faute il t'a engueulé, il est atteint de maladie d'Alzheimer, il n'est pas tout à fait conscient de ce qu'il dit, donc prends pas ça au sérieux, prends pas ça personnel, tu sais, mais l'aidant qui reçoit l'insulte ou qui reçoit, c'est quand même reçu comme de la maltraitance, même si ce n'est pas volontaire. Donc, on normalise cette maltraitance-là. Nier l'expertise. Marc-Claude en a parlé aussi. Tu sais, quand on s'occupe de quelqu'un, on sait des choses, on voit des choses, on comprend des affaires, mais bon, toi, tu avais des diplômes, c'est pas pire, mais il y en a qui n'ont pas de diplôme et on n'est pas pris au sérieux dans le réseau de la santé. Donc, on a beau dire à tout le monde, bien, moi, je sais qu'il ne réagit pas bien à tel médicament. Ou moi, je sais qu'il faut l'approcher de telle façon. Moi, je sais qu'il faut faire ça. Moi, je sais qu'il faut qu'il aille dans une école régulière avec les autres. Je sais que ça va être bon pour son développement. Mais on ne reconnaît pas l'expertise du proche aidant, que ce soit l'institution, que ce soit l'entourage, même l'aider lui-même. Nier les besoins, on en a parlé aussi, les proches aidants ont plein de besoins qu'on ne reconnaît pas, en fait. Donc, on n'adresse pas nécessairement ces besoins-là dans l'offre de services actuellement. User de violence psychologique ou physique, donc j'en ai un peu parlé tantôt quand j'ai parlé des critiques là, que le proche aidant reçoit d'un peu partout, donc pour la maltraitance psychologique, mais aussi physique, là, par les coups qu'il reçoit. Et les gens ont même nommé la maltraitance physique qui proviendrait des institutions. Et ça nous a un peu étonné, qui proviendrait des intervenants. Par exemple, je vous donne juste un petit exemple rapide, un proche aidant qui consulte son médecin parce qu'il est épuisé. Qu'est-ce qu'on fait avec le proche aidant épuisé? Bien, on lui donne des somnifères pour qu'il dorme. Donc, on médicamente un proche aidant qui, finalement, est malade en raison des conséquences de la proche aidance. Mais personne ne va essayer de travailler sur ça, puis essayer d'aller voir la source du problème. Donc, tu dors mal, on va te donner des somnifères. Tu as mal au dos, on va te donner un anti-inflammatoire. Mais si tu as mal au dos parce que tu déplaces ton proche d'une mauvaise façon, bien ça, il n'y a personne qui tient compte de ça. Donc, c'est perçu comme de la maltraitance physique parce qu'on médicamente pour rien, en fait, un proche aidant en raison des conséquences de sa proche aidance.
Et enfin, contribuer à appauvrir le proche aidant. Donc, je vais en reparler un petit peu plus loin tantôt. Mais être proche aidant, on l'a dit tantôt, ça coûte cher. Et donc, il y a très peu de reconnaissance de ces coûts-là, de ces frais-là qui sont engendrés par le fait de prendre soin de quelqu'un. Donc, quand on doit aller 3 fois par semaine à l'hôpital pour des rendez-vous, bien, il faut payer l'essence, il faut payer le stationnement, il faut payer tout le matériel qu'on doit acheter et tout. Donc, et la famille, les autres membres de la famille, rarement vont être conscients de ça, puis ils vont se dire, bien, tu sais, je pourrais peut-être t'aider à payer les frais que ça engendre de t'occuper de maman. Donc, la famille ne le fait pas, l'aider non plus. Il faut le demander, puis même quand on le demande, souvent l'aider qui est en mesure de le faire, parce que certains aidés n'ont pas la capacité de le faire, mais ceux qui peuvent le faire ne reconnaissent pas toujours pourquoi c'est eux qui devraient payer ça, par exemple. J'avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Je suis en avant de mon temps, on va vérifier, on a le temps, donc on a quelque chose. Ah, bien, c'est ça. Je voulais juste aborder cet aspect-là, donc la maltraitance qu'on n'envisage pas beaucoup dans la perspective du proche aidant. Donc, comme intervenant, quand on rentre dans un domicile, on reçoit comme consigne de s'assurer que la personne aidée n'est pas victime de maltraitance. Donc, notre regard se pose tout de suite sur l'aidé en tant que victime, mais jamais il nous viendrait à l'idée que c'est peut-être l'aidant qui est maltraité. Donc, les intervenants, tournez votre regard un peu, puis regardez peut-être que la maltraitance ne provient pas d'où vous pensez qu'elle provient. Donc, c'est important d'avoir ça en tête quand on est en intervention. Sur ça, je relance Marie-Claude à nouveau pour lui poser les questions suivantes. Quels conseils tu donnerais aux proches aidants et quels conseils que tu donnerais aux intervenants? D'abord, aux aidants naturels, je vous recommande d'aller chercher du support. Il y a des groupes d'aidants naturels ou de parents, dépendamment du diagnostic, il y a différentes associations. Moi, je suis allée chercher du support au niveau de l'Association d'intégration sociale de Québec. J'ai fait partie du groupe de support. Avec eux, j'ai réussi à avoir de l'orthophonie bénévole à partir de l'âge, peut-être que Yann avait 8 ans. Il n'y avait déjà plus de service d'orthophonie pour lui, même si c'était une de ses déficiences les plus importantes. Puis on a eu aussi la visite de parents qui avaient un enfant, il était rendu adulte, là, leur enfant, qui nous a parlé de leur expérience, puis un peu de ce qu'ils avaient vécu, puis où c'est qu'ils étaient rendus. Je me souviens que ça nous avait comme... Tu te dis, « Hey, je ne suis pas tout seul, il y en a d'autres qui vivent ça. » Puis eux autres étaient comme rendus plus loin, puis tu dis, « Ben oui, on va se rendre là, nous autres aussi. » Puis il y a de l'espoir, puis il était question d'appartement, de travail. Là, tu te dis, « Ben oui, il y a d'autres choses. Après, là, on va finir par s'en sortir de ce bout-là là, qui est très intense. » Alors, je trouvais que c'était un beau support. Je pense que c'est important de dire aux autres, c'est quoi qui pourrait nous aider, hein, comme aidant. Souvent, les gens ne savent pas trop quoi faire. Moi, mon amie, elle allait souvent à la messe, alors à un moment donné, elle me dit, « Bien, veux-tu que j'amène ta mère? » J'ai dit, « Hey, moi... » Ça me soulageait là, de ne pas avoir à l'amener à l'église. Là. Alors, c'est le genre de choses. Mais souvent, les gens n'ont pas d'idée. Alors, je pense qu'il ne faut pas hésiter à peut-être les pister là, sur ce qui pourrait nous aider. L'autre chose que je trouve très, très importante, c'est d'exprimer ce qu'on vit. Hein? C'est une période où on vit des choses très difficiles, c'est intense, on vit toutes sortes d'émotions. Bien, je pense que c'est important que ça ne reste pas à l'intérieur, qu'on puisse le partager avec quelqu'un avec qui on se sent bien, de ne pas rester avec tout ça pris à l'intérieur de nous. Pour les futurs intervenants, bien, je pense qu'une des premières choses que je vais vous dire, c'est de prendre le temps d'écouter. Prendre le temps de demander comment ça va, puis de prendre le temps de créer un lien de confiance. Si vous allez à une rencontre, puis la personne, elle vous parle, puis elle vous parle, puis elle vous parle pendant toute la rencontre, dites-vous là que c'est probablement ce qu'elle a de besoin le plus ici, maintenant, c'est de parler. Vous aviez peut-être des objectifs là, avec cette rencontre-là, remplir des questionnaires, lui parler de tel groupe ou de tel support, mais là, elle n'est pas là, elle n'est pas rendue là, c'est pas ça qu'elle veut, ce qu'elle a besoin, c'est de parler.
dites-vous qu'il sera toujours temps de prendre une autre rencontre, puis de travailler les objectifs que vous étiez supposé de faire. De toute façon, ce n'est pas perdu, là. Vous avez probablement créé un lien avec cette personne-là qui va aider vos prochaines interventions avec cette personne-là. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que on parle souvent, c'est souvent votre rôle d'apporter les informations sur les ressources existantes, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien. Dites-vous bien que les personnes qui sont des aidants, ils arrivent, là, ils sont comme à bout de souffle, ils en ont par-dessus la tête. Ça se peut que si vous leur parliez de ça, là, ça rentre par une oreille puis ça sort par l'autre. Vous allez peut-être être obligé de revenir à la charge pour leur parler à nouveau de tout ça et même de les accompagner dans leur démarche. Parce que quand tu es rendu là, à bout de souffle, fatigué, épuisé, faire d'autres démarches, là, tu viens déjà d'en faire plein pour ton aider, puis là, il faudrait que tu en fasses encore pour toi. Tu n'en as plus d'énergie, là. Alors, la personne avait besoin peut-être d'être accompagnée. Viens, on va faire l'appel ensemble. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a moyen d'accompagner l'aidant là, dans ses démarches pour pas qu'il se trouve, ben non, encore une autre affaire à faire. J'ai pas le temps, ça ne me tente plus, je suis épuisée. Alors, je pense que c'est important d'aller peut-être un petit peu plus loin. L'autre chose, je pense qu'on en a parlé, c'est d'avoir confiance à l'expertise de l'aidant. L'aidant, c'est l'expert de la personne dont il s'occupe. Moi, je l'ai dit, je suis experte de mon fils de 19 ans. Il y en a d'autres dans ma famille qui sont experts, là, mais les intervenants qui viennent, là, ils ne le connaissent pas. Ils sont peut-être experts en déficience intellectuelle, en autisme, en tout ça, mais ils ne sont pas experts de mon fils. Loin de là. Alors, je pense qu'il faut leur faire confiance. Et voilà. Merci. On est là, on se regarde. Oui, en fait, on voulait aussi peut-être proposer d'autres recommandations, mais Marc-Claude a déjà vraiment très bien mis la table. Mais je pense que c'est assez clair que ça prend un investissement plus important des décideurs politiques pour mieux reconnaître à leur juste valeur tout le temps, l'énergie, le travail des proches aidants pour pouvoir garder leurs enfants, leurs proches à domicile. Je pense aussi que comme intervenant, comme futur professionnel, comme décideur, il faut aussi être créatif, essayer de sortir des sentiers battus pour vraiment répondre aux besoins criants puis non répondus des familles, des parents. Sophie a parlé d'un petit projet de recherche. J'avais envie aussi de parler d'un projet de recherche qui est vraiment en lien là, avec tous les défis qu'on a énoncés ce soir. En fait, on est en train de réaliser l'expérimentation d'un nouveau programme qu'on a développé dans le cadre d'une recherche participative ici à l'Université Laval. Donc, le projet s'appelle Oasis Plus. Donc, on a eu une bonne nouvelle aujourd'hui. On a reçu un financement supplémentaire pour pouvoir poursuivre au-delà de l'expérimentation. Donc, c'est un service qui est offert aux familles. Donc, c'est des étudiants en travail social et en ergothérapie qui se rendent à domicile pour offrir du gardiennage, de l'assistance dans les tâches quotidiennes ou de l'accompagnement dans les activités dans la communauté. Donc, les familles, ce service-là, ça leur coûte 2,50 de l'heure. Donc, c'est l'inverse de ce que je disais tantôt. Et puis, les étudiants sont payés 15 de l'heure. Donc, l'idée, c'est aussi d'offrir une expérience de travail pertinente pour les futurs professionnels de la santé et des services sociaux. Je pense que c'est quelque chose qui est très important pour s'assurer qu'ils développent l'empathie nécessaire pour vraiment bien être en lien avec les familles, puis vraiment bien les écouter, considérer leur expertise, puis répondre ultimement à leurs besoins. Je pense que d'être plongé dans la famille, dans le quotidien, de voir les défis qui sont rencontrés, voir que ce n'est pas évident, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est super important puis que les étudiants vont en tirer des précieux apprentissages. Moi, c'est ce qu'on souhaite. On va voir les résultats finaux au mois d'avril de cette expérimentation-là, mais ça augure bien. Donc, Sophie, est-ce que tu voudrais poursuivre? Oui. Moi, je voulais ajouter, en fonction de tout ce qu'on a dit, un des problèmes qui entoure la proche aidance actuellement au Québec, c'est le fait que les services qui sont offerts soient disparates, soient peu connus et soient cloisonnés. Donc, tout est dans des petites boîtes. Là, on est rendu à l'étape où il faut sortir des boîtes. Là. Il faut ouvrir les boîtes.
Et en fait, parce que ça va bien quand on rentre dans la boîte, mais quand on sort de la boîte, quand on a un jeune à plus de 21 ans, bon, on sait, on en parle beaucoup dans les médias, là, il n'y a plus de services après 21 ans. Les services aux aînés sont offerts quand on a 65 ans et plus. Si on a un profil gériatrique, mais à 50 ans, là, on est comme en dehors des cases, là, sont toutes mélangées. C'est compliqué, là, ces cases-là. Et je pense qu'on est rendu là, à une étape où on doit sortir de ça. Et je pense que ça s'en vient. Il y a une politique nationale pour les proches aidants qui s'en vient. Sans doute que vous êtes déjà au courant. La politique est en rédaction actuellement. Elle va sortir au printemps prochain. Elle était due pour là, mais en fait, elle est reportée au printemps parce qu'elle va être meilleure, j'imagine. Mais je ne peux pas vous parler du contenu de la politique, mais la seule chose il y a deux choses que je peux vous dire. La première, c'est que c'est la première fois au Québec qu'il y a une réelle volonté politique de faire quelque chose pour les proches aidants. Marguerite Blais est revenue en politique pour ça, puis elle va quitter quand elle va être satisfaite de ce qu'elle a fait là, par rapport à ça, et elle veut vraiment. C'est la première fois qu'elle a donc consulté vraiment les gens, elle écoute les gens, elle a consulté des chercheurs, elle a consulté des intervenants, mais surtout des proches aidants. Et donc, la volonté politique, elle est là. Et ça, en partant, si on a ça, on est déjà bien parti. Mais ça ne prend pas que ça, évidemment. Ça va prendre des actions qui viennent avec. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est que cette politique-là va, pour la première fois, rallier tous les proches aidants ensemble. C'est que là, il y aura plus... il va rester des besoins spécifiques selon les besoins de l'aidé puis les besoins de l'aidant dans la situation. Mais ça va être une politique qui va s'adresser à tous les proches aidants, peu importe la condition de l'aidé. Et ça va être intéressant parce qu'on va plus faire de discrimination en fonction du diagnostic de la personne dont on s'occupe, parce qu'on a vu qu'il y a des choses qui sont communes, qu'on s'occupe d'un aidé d'un aidé aîné ou non. C'est compliqué à 9 h le soir. Donc ça, c'est sûr, c'est déjà annoncé, donc ça, c'est clair. La seule chose que j'espère, 3 choses que j'aimerais que cette politique-là inclue ou tienne compte, la nécessité d'évaluer les besoins des proches aidants. Ça fait 20 ans qu'on le dit, les chercheurs, les intervenants, les proches aidants le disent aussi, ça fait 20 ans, il n'y a pas d'évaluation des besoins des proches aidants. Il faut qu'on sache de quoi les aidants exactement ont besoin, et ce, tout au long du parcours de leur proche aidé, et une réévaluation de leurs besoins qui évolue avec le temps, donc qui doit être évalué aussi. On n'évalue pas juste une fois, puis après, c'est bon pour 15 ans. Donc, c'est absolument essentiel qu'on évalue les besoins des proches aidants. C'est la seule façon qui va nous permettre d'éviter les 3 risques, pour moi, les plus importants de la proche aidance, que sont la maltraitance, l'épuisement et l'isolement. Deuxième chose qu'il faudrait que la politique comprenne, c'est l'exigence au plan financier. On a parlé un peu tantôt. On a des chiffres qui nous disent qu'au Canada, un proche aidant dépense en moyenne 7 600 $ par année là, pour aider son aidé. Et c'est une moyenne. Fait qu'il y en a qui en dépensent beaucoup plus, il y en a qui en dépensent beaucoup moins. Je suis sûre que ton 7 600 il est atteint avant la fin de l'année. Je suis sûre qu'il est déjà dépensé. Les services de répit coûtent de plus en plus cher. Les stationnements, les déplacements, je l'ai dit tantôt. Mais pour tenir compte des besoins financiers des proches aidants, ça va prendre des actions, des mesures concrètes et pas juste des crédits d'impôt comme on a maintenant qui servent à 3 % des proches aidants et qui donnent en moyenne 559 $ par année par proche aidant, ce qui est absolument ridicule et qui n'a rien à voir avec les besoins financiers des proches aidants. Donc, il faut aller plus loin que ça. Troisième chose qu'il faudrait que la politique inclue, donc, reconnaître que le rôle de proche aidant, ce n'est pas toujours un choix. Donc, on en a parlé tantôt, mais on a des chiffres qui nous disent que 40 % des aidants au Québec n'ont pas choisi d'être proche aidant. Donc, c'est important de s'attarder à ça parce que les conséquences sont plus importantes là, quand on le fait, quand ce n'est pas un choix, en fait, de le faire. Donc, je vais m'arrêter là. Je pourrais vous en parler longtemps de la politique. J'ai écrit un mémoire complet là-dessus. J'aimerais pas être sérieux à la place de la personne qui est en train de la rédiger, la politique, parce que c'est difficile à faire, parce qu'une politique comme ça va demander de faire des choix difficiles, parce que l'argent qu'on va mettre là-dedans, on ne pourra pas la mettre ailleurs. Ça va demander de réorganiser les services de santé, la manière dont on perçoit les services de santé, puis vous savez que les changements dans le réseau de la santé, on est pas mal tous tannés des changements, donc ça ne sera pas facile
de faire avaler une nouvelle réorganisation, mais si on veut soutenir réellement les proches aidants, on n'a pas le choix. Il va falloir brasser les cartes puis changer des choses parce que ça ne marche pas comme ça c'est actuellement. Donc, si on veut mettre de l'avant de réelles conditions pour appliquer de réelles stratégies de soutien des proches aidants, on n'aura pas le choix de faire ce brassage-là. Je pense que quand on a 25 des membres d'une société qui occupent un rôle de cette importance-là au plan social, il faut que cette politique-là, ça devienne un projet de société, en fait. Si on choisit collectivement de soutenir les proches aidants, je crois que ce n'est pas si idéaliste que ça de faire ce choix-là. On n'a pas le choix actuellement, on est rendu là, parce qu'on va tous, un jour ou l'autre, être un proche aidant, un proche aidé, ou on connaît un proche aidant ou un proche aidé. Donc, ça concerne tout le monde. Et pour paraphraser le célèbre proverbe africain, et je vais terminer là-dessus, le proverbe qui dit que ça prend tout un village pour élever un enfant, moi, je pense que ça prend toute une société pour soutenir convenablement des proches aidants. Puis, il faut qu'on soit là. Donc, voilà. On termine ça là-dessus. Maintenant, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? On est dessus, il est quelle heure, là? Il est quelle heure? Ça peut être des questions, des commentaires. Vous n'êtes pas obligé. Oui. Mais je me demandais, c'est peut-être plus du point de vue du handicap, mais est-ce que quand les médecins disent non, votre enfant, il ne sera pas capable de faire telle ou telle chose, est-ce que vous pensez que c'est plus parce qu'ils croient vraiment qu'il ne sera pas capable, ou c'est plus pour à la fois peut-être pas créer d'attente, ou que ce serait trop compliqué parce qu'il faudrait mettre des services en place? Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle qui voudrait répondre? Difficile à dire, oui. Est-ce que vous voulez répondre en arrière? Oui? Je travaille dans le réseau de la santé. Je pense que j'ai aussi en psychiatrie. Je pense que oui, vous l'avez dit un petit peu, le fait de dire que la personne ne soit pas capable d'aller dans le bureau ou quoi que ce soit, le jeune, c'est vrai que ça donne accès à plus de services avec le CA et automatiquement. C'est comme une carte que souvent ils vont jouer. Parce qu'ils vont dire à la personne, bien, si on est comme dans une classe spécialisée, il va y avoir aussi plus de soutien scolaire, puis du CA. C'est une arme à double tranchant. Tout à fait. Il n'y a tellement pas deux situations pareilles aussi, là, que ce qui est une solution pour un n'est pas forcément la bonne solution pour l'autre à côté, qui peut avoir des problèmes similaires, mais une réalité différente, des réactions différentes, une situation familiale différente. Je pense qu'il faut juste faire attention pour ne pas faire de généralisation. De prendre une situation, de prendre un diagnostic, puis à partir de ce diagnostic-là, généraliser ça à tout le monde. Je pense qu'il faut mieux laisser un peu d'ouverture. Et on ne sait jamais comment les enfants vont se développer aussi. Il y a un père qui m'avait déjà dit que son fils faisait des vagues de réussite. Tu sais, il y avait un plateau, puis là, bien, finalement, puis il y a beaucoup de parents qui racontent ça aussi, que parfois, je ne pensais jamais qu'un jour, il pourrait lire, puis finalement, il est capable de lire des mots, des phrases. Donc, Une autre question, je pense que ça va, oui? Oui, je m'embarque sur un terrain glissant, mais c'est un terrain d'actualité un peu. Depuis, on parle beaucoup justement autisme bientôt majeur, les enfants qui vont avoir bientôt 21 ans, qui auront plus de services, etc. Puis on parle de la reconnaissance des proches aidants aussi. Il y a de plus en plus de proches aidants qui ne ressentent aucune reconnaissance pour ce qu'ils font à cause justement un peu d'obligations dont on parlait tantôt, qu'on leur donne ça et qu'ils sont obligés de s'arranger avec. Vous avez eu le double rôle en tant que tel, autant avec votre enfant qu'avec votre mère. Sentez-vous la reconnaissance externe à celle que votre fils ou votre mère pouvait vous donner, justement, en tant que proche aidant, plus ou moins? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Je ne suis pas sûre, non. À part, ressentez-vous la reconnaissance à être proche aidant? Je l'ai senti, oui, de la part, aussi surprenant que ça puisse paraître, de ma mère, qu'elle savait que j'étais présente, puis oui, je l'ai senti, sa reconnaissance. Je l'ai eu du reste de ma famille aussi, parce qu'eux autres étaient trop éloignés pour s'en occuper, puis bon, c'est moi qui ai eu ça, mais
ils ont été reconnaissants de tout ça. Alors, de ma famille, oui, j'ai eu ça, j'ai eu cette reconnaissance-là, et je me souviens aussi d'avoir rencontré certains intervenants qui trouvaient que, c'est ça, que je faisais une bonne job. Mais il y a plusieurs sens à la reconnaissance. Hein? Il y a une reconnaissance où merci de ce que tu fais, puis une chance que tu es là, là. Donc, ça, c'est une certaine forme de reconnaissance. Il y a également une reconnaissance symbolique là, qu'on peut avoir dans les politiques. On reconnaît le rôle de proche aidant comme essentiel au maintien de la qualité de vie des gens puis du système social, là, qui est symbolique parce qu'il y a à part leur dire qu'on reconnaît que vous êtes là, on ne fait rien, mais il y a également une reconnaissance qui est plus réelle, concrète, qui est accompagnée de mesures concrètes de soutien, de répit, d'argent, de compensation financière. Il y a toutes sortes de façons de reconnaître les proches aidants, là. Puis on n'invente rien. Au Québec, ça existe ailleurs, là. Il y en a ailleurs, toutes sortes de politiques de reconnaissance des proches aidants. Donc, on espère que la ministre est en train de lire les autres politiques, d'aller vérifier, pas juste les lire, d'aller vérifier sur le terrain qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui ne marche pas, puis comment on va faire, nous, différents. Tu sais, je pense que le Québec est capable d'innover, capable de faire quelque chose, et je ne vois pas pourquoi on ne se servirait pas de l'exemple des autres pour reconnaître réellement les proches aidants, là. Puis si je peux juste ajouter, vous avez parlé de Autisme bientôt majeur, le documentaire là, de Charles Lafortune et de sa conjointe sur après 21 ans, bien, il n'existe plus de services. Puis on voit beaucoup de parents qui parlent avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de sensibilité puis de tristesse, ils parlent de leur joie. Donc je pense que c'est important aussi de donner la voix aux parents, aux familles. Mais souvent, là, en ce moment, il y a comme une mode. Donc il y a des modes qui passent, qui vont partir. Donc en ce moment, on ne parle pas beaucoup de déficience intellectuelle. Il n'y a pas beaucoup de services en déficience intellectuelle. Il y a beaucoup plus d'investissements en troubles du spectre de l'autisme. Donc, là, est-ce que éventuellement, il va y avoir une mode déficience intellectuelle? Peut-être que ça s'en vient. Il y a des parents qui l'espèrent vraiment parce que le ministère a élaboré une politique, un plan d'action, mais on attend toujours la même chose en déficience intellectuelle. Donc, c'est ce que je voulais ajouter là, avec votre commentaire. Mais une des raisons qui fait que les services sont justement disparates et tout ça, c'est qu'ils ont été développés par mode, justement. On a eu la mode Alzheimer, on a eu, tu sais, il y a des modes, et là, on est là-dessus, on développe là-dessus. Après, un autre dit, ben moi aussi. Là, on crée autre chose, Donc, ça fait un réseau qui est complètement... Des boîtes. C'est ça, des boîtes, puis c'est pas connecté ensemble, puis ça fait pas de sens, là. Donc, Oui. Une dernière question, un commentaire? Oui, allez-y. Oui, madame. Okay. Bien, c'est plutôt deux commentaires. Dans un premier temps, c'est enfin, on parle de la maltraitance chez les proches aidants. Et c'est la première fois que j'en entends parler. Comme proche aidante, j'ai souvent entendu parler de la maltraitance faite par les aidants, comme si c'était unidirectionnel. Alors, pour une fois, on parle de la possibilité que ce soit l'aidé qui puisse être violent envers l'aidant. C'est pas évident. Il faut être deux pour danser le tango. Hein? Et ça peut être violent dans les deux sens. Ça peut être aidant dans les deux sens aussi, dépendant des contextes dans lesquels on est. L'autre volet, c'est plus à la fin, ce que vous avez mentionné, qu'il y a des politiques qui s'en viennent. J'espère beaucoup qu'on va tenir compte de la maltraitance systémique qui constitue l'accueil d'un diagnostic tragique pour une famille, puis le réseau autour de la famille, les amis de chacun des membres. Ça contribue souvent à un isolement des membres de la famille parce que la maladie, il y a certains mots qui font peur et ça fait fuir les gens. Si ça fait fuir vos enfants de leur grand-mère, c'est encore bien plus fréquent que les amis vont fuir. On se retrouve souvent seul avec un petit réseau toujours le même parce que les gens se sauvent. L'impuissance fait peur. L'ignorance fait peur aussi. Et cette violence systémique-là, j'aimerais bien, moi, l'avoir mentionnée pour qu'elle ait un sens dans l'évaluation et dans les politiques qui vont se définir. Parce que c'est pas juste l'aidant et l'aidé. C'est la société, que vous l'avez mentionné, qui paye. On paye tous pour ça. En gain ou en perte, mais il y a un prix. Donc, j'aimerais bien voir ça si vous avez une influence pour aider les politiques, au moins que cette reconnaissance systémique de la maltraitance d'un diagnostic, que la maltraitance d'un diagnostic peut créer. C'est voilà. Merci.
pas beaucoup d'influence, mais j'ai fait partie des chercheurs qui ont été consultés et j'en ai parlé. Donc, je ne sais pas après qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais on suit le dossier. Et Mme Blais est au courant du projet de recherche. Je l'ai rencontrée pour lui en parler. Je lui ai présenté les résultats, puis bon, d'autres choses que vous n'avez pas entendues, là, mais elle est très intéressée par l'idée de la maltraitance. C'est elle qui a travaillé à mettre en place le plan d'action là, contre la maltraitance envers les aînés. Donc, la maltraitance, c'est quelque chose qui l'intéresse. Puis là, elle est dans l'approche aidance. Puis là, c'était quelque chose qui me faisait le lien entre les deux, auquel elle n'avait pas pensé. Puis elle était très intéressée. Donc, j'ose espérer que ça va être en quelque part là-dedans, j'espère. Peut-être un dernier commentaire, M. Lindsay, peut-être changer après. Oui. Madame, j'ai beaucoup aimé les deux parties, mais je vais juste commenter par rapport à votre première partie, que j'ai trouvée très intéressante parce qu'il y a 45 ans, je travaillais dans une unité pour enfants autistiques à Montréal. Puis, mais là, je n'utiliserai pas l'expression génération sandwich parce que je serais la croûte du pain, là, 45 ans. Mais trois choses que vous avez dit, je trouvais tellement intéressantes. La première, vous avez dit célébrer les réussites. Puis avec ces enfants-là, les réussites, ils ne sont pas longues comme ça, là. Hein? Quand ils sont comme ça, ou qu'on maintient un comportement, on est tellement content. Deuxièmement, parce que quand vous parliez des multiples diagnostics, hein? Quand il y en a de multiples diagnostics, je pense, c'est qu'on ne sait pas très bien. Hein? Chacun y va avec sa palette. Là. Puis, troisièmement, quand on ne sait pas très bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis ça, moi, j'ai l'impression que les intervenants vivent un peu la même chose que les proches aidants, eux-mêmes. Puis, je mettais ça dans le contexte du travail social, puis je me disais, les intervenants qui travaillent avec cette population-là, s'il n'y a pas un choix de travailler avec cette population-là, puis s'il n'y a pas une stabilité dans leur intervention, là, pas changer, pas être bumpé tout bout de champ, là, si tu n'as pas ça, je vois pas comment je dirais, là, quel succès que ça peut avoir dans leur travail. Effectivement. J'ai eu beaucoup d'intervenants au niveau du CRDI en éducation spécialisée, puis le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on changeait, on recommençait, on se retrouvait avec des nouveaux objectifs, le temps que mon fils s'apprivoise de cette personne-là, des fois, le temps de le dire était déjà parti. Je vous dirais qu'à un moment donné, j'ai parlé du deuil que j'avais de mon fils d'avoir le diagnostic de déficience intellectuelle parce que ça ne me disait rien, ça nommait rien pour moi de toutes les difficultés que j'avais avec mon fils, mais je vous dirais que ce que j'ai fait à un moment donné, c'est que je me suis dit, ça ne change rien, cette étiquette-là qu'on vient d'y apposer. Moi, je sais comment il est, puis ça ne change rien à ses difficultés puis à ses forces, puis c'est là-dessus que j'ai mis mon énergie plutôt que sur l'étiquette. Dans le fond, c'est des étiquettes qu'on fait juste changer. L'enfant ne change pas.